Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, on va être en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du Battle Tome Review des Fyreslayer. C'est assez étonnant de voir que parmi l'ensemble des factions qui sont représentées sur Age of Sigmar, les Fyreslayer ont le droit à une V2 de leur Battle Tome. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Où est-ce qu'ils étaient avant avec leur Battle Tome, ensuite avec le manuel général? Moi ça m'a pas surpris parce qu'en fait c'est un des tout premiers Battle Tome qui est sorti en V1, donc il méritait quand même un petit coup de neuf. Je suis comme toi, on est assez fan des nains, les anciens nains. Bah c'est la famille. Donc, donc on a été, enfin moi personnellement j'ai été un petit peu triste au début de voir qu'il n'y avait pas les brise-fer, il n'y avait pas les marteliers, il n'y avait pas des choses comme ça, qu'on restait que sur les Fyreslayer qui au final n'ont eu le droit qu'à 3 endless prières, des invocations magmiques là, et une forge qui est assez classique dans le design. Maintenant, ce que j'aime bien dans le Battle Tome, donc au début j'ai été un peu déçu, après je l'ai lu. Avant c'était juste des Vulkits, le Battle Tome Fyreslayer, on va pas se mentir, c'était du spam de Vulkits. Aujourd'hui ça va plus être le cas, parce qu'ils ont pris un petit nerf, et les unités qui étaient moins jouées avant reviennent. Donc en fait ça change pas mal la manière de jouer l'armée. Donc c'est presque comme si on avait une nouvelle armée de Fyreslayer qui arrivait, même sans nouvelle figurine. Donc j'apprécie ce côté-là. J'apprécie beaucoup aussi l'équilibre du Battle Tome. Mais il y a toujours cette petite pointe de déception de ne pas voir revenir les machines de guerre, les gyrocoptères, ce genre de choses. Peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant, on va rester que avec nos tueurs à crête orange. C'est vrai que c'est un Battle Tome qui va être assez équilibré. Maintenant, ça va quand même, en termes de rejouabilité, être systématiquement la même unité qu'on va pouvoir jouer, puisqu'il n'y a que 3 unités possibles, à savoir que 2 qui peuvent être lignes, à savoir les Vulkits qui le sont nativement, et ensuite les Hearthguard Berserker, qui elles vont être auto-inclus dans toutes les listes compétitives. Déjà qu'en termes de modélisme, les figurines se ressemblent vachement, et là, c'est même pas qu'elles vont se ressembler, c'est que ça sera que des clones. C'est vrai qu'il y a ce problème-là. Pour le coup, que 3 entrées dans un Battle Tome, et surtout là, avoir nerfé ce qui était fort avant et upé ce qui était nul avant, ça sonne quand même clairement comme du pay to win, en tout cas pour les anciens joueurs qui vont devoir migrer vers des figurines qui c'est vrai que les gens avant qui avaient 120 Vulkits, ils vont être tristes, parce qu'ils vont en garder 10, 20, 30, et puis les autres, ils vont les mettre un peu de côté. Et avant, on ne jouait pas de Hearthguard Berserker parce que c'était mauvais, et là, on va en jouer pas mal. Il y a quand même 2 nouvelles entrées, entre guillemets. Il y a celle de Shadespire. Bon, sans faire trop de spoilers, ça va pas être extraordinaire. Et il y a le personnage de Silver Tower, qu'on est assez content de voir arriver aussi, parce que lui, il est correct. Il y a que 3 entrées, on va dire, d'unités génériques, mais il y a quand même pas mal de personnages, donc on peut un peu personnaliser l'armée. On voit arriver des loges, qui sont l'équivalent des grandes cours ou des enclaves idonnettes, donc ça, c'est assez sympa. Donc en fait, on aurait été dans une période où on n'aurait eu aucun Battle Tome qui sortait. On aurait été déçu, entre guillemets, de n'avoir que ça. Mais vu le rythme de production qui est quand même assez monstrueux, moi, je préfère qu'ils sortent même des petits Battle Tome, entre guillemets, où ils font que peu d'efforts en termes de figues. Mais au moins, ça apporte de la... Voilà, ça aplanit le méta beaucoup. Et je pense que c'est aussi un Battle Tome qui va contribuer à tirer le méta qui avant était très horde vers quelque chose d'un peu plus élitiste, avec peut-être un peu moins de figues, parce que notamment les berserkers vont très bien gérer les hordes qui ne vont pas leur faire grand chose en retour. Donc les Skaven qui ramènent le tir et eux qui ramènent vraiment les armées d'élite, je trouve ça assez intéressant sur le niveau de l'évolution du méta. Ce Battle Tome va avoir un impact. On se retrouve donc les Wargamers pour parler des Fyreslayer, des personnes de petite taille, personnes qu'on apprécie tout particulièrement au studio. C'est une armée qui a un charisme de fou. C'est des vrais nains comme on peut se l'imaginer. C'est des nains qui sont agressifs, qui sont un petit peu foufous. Ils sont comparables aux petits trolls avec les cheveux chelous là. Comment on s'écarte un petit peu justement de ce qu'on avait avant avec les tueurs nains. Là on est sur d'autres types de foufous, mais qui sont vraiment séduisants. Et les figues en plus sont assez trapues. Ça a beau être des nains, ils sont vraiment gros, ils sont sur du 32 mm. Donc vraiment pour ça, il y a du cœur. Ils leur ont enfin donné 2 PV. Ce qui est honnêtement très intelligent parce que ça change beaucoup la manière dont l'armée se joue. Et avant, même si ça n'avait pas l'air, les Fyreslayer, on pouvait considérer que c'était quasiment une armée de tir. Parce qu'en fait, tous les combos autour des haches de lancer étaient dégénérés. Et quand on jouait 90 ou 120 Vulkits, ça faisait vraiment des phases de tir monstrueuses. Ils ont quand même bien nerfé aussi cet aspect-là. Et donc, mine de rien, on en revient à l'essence du tueur. C'est un nain tout fou en pagne avec des runes gravées dans la peau, 2 haches et qui vient vous mettre sur la gueule. Et ça, j'ai quand même apprécié ce côté-là. Pardon, c'est un slip, excuse-moi. C'est plus viril quand c'est un slip. On commence à rentrer en tout cas dans le dur de ce Battle Tome et donc des Fyreslayer avec l'aptitude d'allégeance. On va parler des legs de flamme et de fureur, sous-entendu leurs règles propres. Au niveau de ces règles, ça va être basé sur des runes, puisque l'ensemble de ces petits nains sont tatoués d'une multitude de runes qui vont avoir des effets. C'est même plus que tatoué, c'est gravé dans leur peau. Ils se les forgent eux-mêmes dans la peau. Parce qu'au niveau du fluff, ça c'est sympa. Carrément, ouais. Au début de votre phase de héros, vous pouvez activer l'une des 6 runes dures or suivantes. Pour ce faire, indiquer quelle rune sera active et jeter un dé de 1 à 5. La rune a les effets standards. Sur un 6, la rune a un effet amélioré. Sous-entendu, la rune critique. Et le ou les effets de la rune durent jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. On va voir les différentes runes, elles sont nombre de 6. On rappelle qu'une partie sur Age of Sigmar dure 5 tours, donc il y en a une que vous allez pouvoir oublier. Oui, on sait déjà laquelle c'est. Il y en a une qu'on n'utilisera pas beaucoup. Le côté 6, pour le double effet qui se coule, ça a un petit côté aléatoire qui peut être parfois assez dérangeant, parce qu'il n'y a pas de méritocratie en fait. On fait son 6 et il y a des effets de 6 qui sont vraiment dégénérés.
Voilà. Il y a des runes qui sont mauvaises, et quand on fait le 6, elles sont transcendantales. Donc est-ce qu'on tente la chance, on prie pour faire le 6, et au final ça va retourner la game, mais quelque part on ne le mérite pas vraiment. Voilà, c'est peut-être le seul truc que je reproche, c'est cet effet-là. Après, ça reste un système qui est assez intéressant. On a 5 tours, comme tu dis, on choisira 5 runes. Il y a quand même un cheminement qui est assez logique dans la manière dont on enchaîne les runes, mais il y a quand même un ou deux choix à faire quand les corps à corps vont se lancer. Et je trouve que c'est une bonne règle. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a moyen de faire critique ces runes sur du 5, donc de fiabiliser un à petit coup peu, d'une chance sur 3. Bon, ça arrivera une ou deux fois par partie, à voir. On commence tout de suite avec la rune de Fureur. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par les unités Fire Slayer amis. On précise que ça touche toute la table. Et si jamais on crit, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par les unités Fire Slayer. On précise que ça se cumule, bien évidemment. C'est les deux effets qui s'appliquent. Ouais. Donc si on ne crit pas, c'est quand même très correct. La plupart des Fire Slayer touchent à 3, même quasiment tous, je crois. Donc c'est quand même un bon bonus de relancer les 1 quand on touche à 3. Et si on crit, c'est l'apocalypse sur la table. Parce que pour le coup, c'est quand même vraiment très très fort, le plus d'une attaque. Combiné, comme tu disais, à la relance des 1. Donc c'est une bonne rune qui s'activera quand les corps à corps vont commencer. Ensuite, on va avoir la rune d'incandescence. Si le jet de blessure non modifié d'une attaque effectuée par une attaque de Fire Slayer ami est 6, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts. Si jamais ça fait effet critique, jetez 1 dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités Fire Slayer ami lorsque la rune est activée. Sur 2+, l'ennemi subit une blessure mortelle. Ouais, là, le crit n'est pas terrible. Après, l'effet de la rune est quand même pas mauvais. Ça marche au tir, contrairement à celle d'avant. On s'en servira, je pense. C'est pas une des premières runes qu'on va utiliser dans la partie. On va commencer à essayer d'aller la chercher, on va dire, entre le tour 3 et le tour 5. Mais elle peut faire des effets sympas. En fait, l'armée est vraiment très tanky. Donc on va conserver nos forces tout au long de la partie. Et quand l'adversaire commence un peu à être amoindri et nous pas, commence à augmenter les dégâts sur des unités qui vont rester assez grosses, ça peut vraiment pas être mauvais. On le verra, mais il va y avoir pas mal de petites capacités pour augmenter le nombre d'attaques aussi, ou ce genre de choses. Donc on a moyen de pas mal saturer avec, avec des grosses unités de nains. Et puis il y a une des prières emblématiques de l'armée qui est portée par une Smither qui permet de relancer les jets pour blesser. Donc ça multiplie les chances de faire des 6 en fait. Ouais, donc c'est pour ça que c'est pas mauvais à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir la rune de Vif Acier, améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées par les unités Fire Slayer. Effet critique, améliorer encore de 1 la caractéristique de perforation de ces armes. Bon bah ça, à moins de jouer contre du Night Haunt où il s'en moque un peu, sinon c'est extrêmement fort. Bah, tu le fais parce que même dans ta tête, tu vas taper plus fort. C'est la meilleure des runes de loin. La plupart des bonnes unités de l'armée ont déjà Reine-1, ce qui est très bon. Et avec ça, ça passe à Reine-2. En fait, c'est exponentiel. Passer de Reine-1 à Reine-2, c'est vraiment un énorme gap en termes de stats. Donc c'est vraiment très bon. Et là, si on fait l'effet critique, c'est quasiment comme si on ignorait les saves de tous les côtés. Celle-là, c'est vraiment une très bonne rune qu'il va falloir utiliser au tour où vous maximisez votre force de corps à corps, donc en général entre le tour 2 et le tour 3. Et ça va permettre de débloquer beaucoup de match-up, notamment Sylvaneth ou Stormcast, qui pourraient être des armées un peu compliquées à gérer parce que la trop grosse save pour les Fire Slayers, c'est un petit peu compliqué. Et grâce à cette rune-là, vous ouvrez le match-up. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est passer, faire passer une sauvegarde de 2 à 3, ça n'a rien à voir en fait. Tu passes de 16% à 33%. C'est juste énorme. Ah, bah, tu doubles en fait les dégâts que le mec va prendre. Je ne voulais pas me montrer prétentieux au niveau de l'intellect. Voilà, désolé. Un peu voilà, on va faire des maths. Et si on fait le critique là-dessus, bon bah c'est... Ah, c'est YOLO. Ouais, c'est très très fort. Ensuite, rune de détermination ardente. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Fire Slayer. Et si tu critiques, tu seras tout simplement immunisé au test de déroute. A savoir que l'ensemble du Battle Tome a 8 en braverie. Ouais. Il y a 6 runes, il n'y a que 5 tours, comme tu dis. Il y en a une dont on ne se servira pas. Il y a quand même des chances que ce soit celle-là assez souvent. Un des persos les plus forts de l'armée, qui en plus fait passer les berserkers en ligne. Son aptitude de co, le rune phaser, voilà, c'est d'immuniser les nains au test de braverie. C'est logique, c'est des nains, ils ne fuient pas. Et en plus, comme tu dis, 8, c'est quand même une bonne valeur de bravoure. Celle-là, c'est clairement pas la meilleure. Il y en a une autre qui n'est pas extraordinaire non plus, donc on oscillera entre les deux. En tout cas, c'est pas la suivante, puisque là, ça va être la rune de Zèle implacable à utiliser tour 1. Non, c'est celui qui met au crayon de papier. Oui, mais c'est ça. Ajoutez 2 pouces à la caractéristique de mouvement des unités Fire Slayer amis. Et effet critique, ajoutez 2 au jet de charge des unités Fire Slayer. On le verra tout à l'heure, mais il y a un personnage qui s'appelle le Runesmither qui permet d'emmener, on va dire, dans un tunnel une unité avec lui. Et donc, au moment où on pop, de pouvoir charger dès le tour 1 à 9 pouces de l'ennemi. Et on verra qu'il y a moyen d'avoir plus 1 à la charge assez facilement au niveau de ce bouquin. Là, avoir plus 3 à la charge, c'est des charges à 6, ça rigole 0 quand même. Même encore, tu peux choper encore un autre plus 1, donc tu peux monter à plus 4. On le sait maintenant depuis un très bon film qui est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Les nains sont des redoutables sprinters sur des courtes distances. Et avec ça, la vache, effectivement, tu as raison, ça s'utilise majoritairement tour 1. Et mine de rien, le nain qui bouge à 4, qui commence à bouger à 6, il y a une loge qui permet de courir et charger.
Ça peut surprendre parce que les nains vont aller très loin, ça donne une force de projection que l'armée avait quelque part avant, parce que la FEP du Smither, on l'avait déjà avant. Maintenant, ça fiabilise la charge si tu as réussi à faire le critique, et ça permet, si l'adversaire contrôle bien la table et qu'on ne joue pas forcément en premier, bah mine de rien, si on ne peut pas FEP, on peut aussi se déployer dans notre zone, et avec ce +2, bah récupérer une vitesse de déplacement classique, et donc avoir des armées qui sont assez agressives. Donc c'est une bonne rune. Ensuite, dernière rune, ça va être la rune de Prescience. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques effectuées avec des haches de jet de piracier pour les unités Fire Slayer amis. Et l'effet amélioré, ça sera ajouter 1 au jet de blessure effectué avec la même arme. On rappelle, c'est des petites haches qui vont avoir une portée effective de 8 pouces et qui vont toucher sur du 5+, 5+. Ouais, c'est ça. Donc c'est un truc d'elfe, ça. Prescience, ça fait plus elfe que nain, du coup c'est pas extraordinaire, c'est pour le tir. Si vraiment on n'a rien d'autre à faire, ou alors qu'on a beaucoup d'unités qui vont être à portée de tir, effectivement à 8 pouces, pourquoi pas, parce que ça augmente quand même pas si mal les stats. Moi, je le vois pour aller sniper un perso, en fait. Même s'il a -1 pour être touché, tu restes à 5. Tu vas avoir pas mal de petits nains qui peuvent se mettre à 8 pouces parce que bah, tu vas avancer, tu seras à 3,1 pouces de l'ennemi. Tu peux mettre quand même pas mal de petits mecs en slip qui vont balancer et leur slip et leur hache. T'as moyen de sniper un mec Et leur qui a un crête, artefact. et leur bouclier, et leurs sandales, tout. Voilà, il va s'arracher un bout de prépuce aussi pour faire une rune, ça c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Mais ça, pour moi, à la limite, le mec ne peut pas le voir. Et à la limite, ça peut faire la Je différence. suis d'accord avec toi. Maintenant, vu la portée des haches, quand tu fais ça, c'est que tu n'es pas loin d'engager les corps à corps. Donc je pense que tu vas chercher la rend, la relance des touches ou les dégâts en plus sur les 6. Sauf si vraiment, effectivement, tu as un setup de jeu qui permet de sniper un ou deux persos sur des scénarios d'héros, des choses comme ça, pourquoi pas. Ensuite, au niveau des aptitudes d'allégeance, on va retrouver l'idée des loges. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait de prêter allégeance à une loge pour l'ensemble de l'armée et d'avoir certains bonus. On va avoir un trait de commandement, on va avoir un artefact et une règle passive. Mais ça, on verra ça une fois qu'on aura vu l'ensemble justement des entrées pour pouvoir un petit peu plus se projeter dans le gameplay. On va ensuite passer au trait de commandement. Il y en a deux types, à savoir l'héritage de Grimnir qui va être pour les Runephasers et pour les Runeson. Honnêtement, les Runeson, on va quasiment pas en parler. On va systématiquement parler des Runephasers déjà parce qu'ils sont plus burnés, ils ont de meilleures aptitudes de co. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils permettent de faire passer les Horseguard Berserker en ligne et donc d'avoir un petit peu plus de latitude puisque la seule ligne disponible au niveau de ce Battle Tome, c'est les Vulkits. Ouais. Donc voilà, ces traits de commandement sont au nombre de 6. Je vais aller assez vite, n'hésite pas avec ton doigt à dire quand c'est nul, comme ça on passera directement à la suivante. La première va être Fureur des Fire Slayer. Ajouter 1 au jet de charge des unités Fire Slayer, amis entièrement à 18 pouces ou moins du général. On confirme. Bah, celui-là, je le trouve très fort. Parce que, encore une fois, c'est un fiabilisateur sur la charge. On sait que quand, par exemple, on a un personnage qui va faire faible unité, bah, elle va charger à 8 et plus à 9. Comme ça, un héros, il peut la faire relancer en claquant un CP. La charge à 8 reroll, elle a tendance à passer quand même beaucoup plus que la charge à 9 reroll. Donc, franchement, celui-là n'est pas mauvais. En fait, il y en a beaucoup qui sont très bons. Il va y avoir des vrais choix qui vont devoir être faits à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est assez intéressant dans ce Battle Tome-là. Yes. Ensuite, on va avoir Honneur des Ancêtres. N'effectuez pas de test de déroute pour les unités Fire Slayer amis entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. Sur le papier, celui-là, il n'est pas mauvais. Dans d'autres armées, je le trouverais très très bon. Après, c'est l'aptitude de co du Runephaser qui fait déjà ça. Donc, je le trouve un peu anecdotique à ce niveau-là. Ouais, tour 1, effectivement, si tu n'as pas commencé. Et que tu n'as pas généré ton CP. Mais il y en a d'autres qui sont quand même tellement vraiment meilleurs. Bah, le troisième, Esprit de Grimnir. La seule présence de ce chef embrasse Lure Or. Si ce général est sur le champ de bataille, lorsque vous jetez un dé pour activer une rune Or, elle possède l'effet amélioré sur 5+, et non sur 6. Bah, ça double les chances de faire l'effet qui se coule, qui parfois est un peu stupide tellement c'est puissant, notamment le -1 en reine supplémentaire ou le +2 à la charge. Celui-là paraît quand même vraiment très fort. Vraiment très fort. Après, là où il faut relativiser aussi, c'est d'abord tu choisis ta rune et après tu vois si tu fais un crit. Tu sais pas d'abord tu fais un crit et donc je sais que je vais choisir cette rune. Mais ça reste quand même doubler les chances. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment très bon. Ensuite, on va avoir Sang du Berserker. Une fois par bataille à la phase de combat, après que ce général a combattu à cette phase pour la première fois, s'il se trouve à 3 pouces ou moins d'unité ennemie, il peut immédiatement effectuer un mouvement d'engagement et attaquer avec toutes ses armes de mêlée une seconde fois. Celui-là, il n'est pas dingue. Parce que les personnages, c'est quand même plus des totems. Même quand ils sont montés sur les magmadrots, ça tape pas non plus si fort que ça. Et encore une fois, on préfère des totems qui vont synergiser l'armée plutôt qu'un gars qui va taper. Oui, voilà. Surtout que c'est pas des brutes. Ce serait vraiment des énormes persos de corps à corps, ou un Grimras Berserker par exemple, qui est le personnage Berserker qui tape fort, pourrait avoir ça. Why not? Mais franchement, sur un Runeson ou un Runephaser, non. Pour moi, non. Donc, Ensuite, volonté de faire du gardien. Ajouter 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent ce général. Encore une fois, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Encore plus en insistant sur l'aspect défensif.
On peut arriver à un perso très tanky quand même avec ça. On peut arriver facilement à un perso sur Magmadrot qui va aller chercher sa save à 2, voire 1+. Ouais. Donc pourquoi pas, maintenant il y en a quand même, notamment le 1 ou le 3 que je trouve vraiment au-dessus. Donc, Et enfin, destructeur d'ennemis ajouté à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de ce général. oh, celui-là il est nul par contre. Il va pas, je peux pas le sauver celui-là. Bah, il y en a un, il passera à 3+3+1, il peut passer à damage flat 4, mais... Ouais. Non, encore une fois, il a que 3 un totem attaques. est mieux. Surtout, vous allez voir, en fait, dans ce Battle Tome, tout va marcher sur les synergies pour rendre vos unités plus tanky. La plupart de vos unités peuvent passer une fois par game à save à 2 et assez facilement en récurrent à save à 3, voire derrière avec un insensible à 4+, notamment pour l'unité dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Donc, on préférera systématiquement des totems. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ensuite, on continue avec les traits de commandement, mais cette fois-ci pour les personnages prêtres. Pas magicien, je ne vais pas me faire taper dessus, mais en tout cas, voilà, les prêtres nains avec les pouvoirs magniques qui sont réservés aux Rune Master et aux Rune Smitter. Clairement, le Rune Smitter, c'est un de nos chouchous. Ouais, le Rune Smitter est très bon. Ouais. On commence tout de suite avec Manteau de Feu, soustrait 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les unités ennemies tant qu'elles se trouvent à 3 pouces ou moins de ce général. Bah, c'est pas mauvais comme bonus en soi, parce que mine de rien, ça augmente encore plus le tanking de nos unités qui en ont quand même honnêtement pas beaucoup besoin, parce que c'est quand même des nains, ça tank vraiment très bien, surtout dans ce Battle Tome là. Mais ça reste pas mauvais en soi. C'est pas un Woolly Wizzy, hein, à savoir qu'il y a pas mal de nains qui tapent à 2 pouces, en tout cas ceux qui nous intéressés. En gros, vous allez quasi systématiquement jouer avec des petites bulles en fait, qui vont se succéder les unes des autres et un perso au centre pour buffer l'ensemble. Donc là, à 3 pouces, c'est vrai que tu peux rendre une unité vraiment tanky, encore en plus tanky. À voir. Ensuite, on va avoir sagesse et autorité. Au début du premier round de bataille, vous recevez des 3 points de commandement additionnels. Bah ouais, ça reste très fort. Tu l'as dit, le Rude Phaser, aptitude de co, il peut immuniser braverie. Donc déjà tour 1, bah, ça sauve des miches, même si on peut le faire nativement. Là, ça va être une aptitude de co, donc on va pouvoir faire plus de choses aussi. Quoi. Honnêtement, les Warscroll bataillons sont pas mauvais, mais ils sont très chers. Et l'armée vaut quand même assez cher. On va pas se mentir, on n'aura pas 200 figurines sur la table avec les Fire Slayer. Ça va être très compliqué de se garder 50 points pour s'acheter des points de commandement dans cette armée-là. Donc cette aptitude reste vraiment pas mauvaise. Le problème, c'est qu'elle oblige à jouer un Rune Master ou un Rune Smitter en général, et on a vraiment envie de jouer un Rune Phaser. C'est-à-dire que ça aurait été sur le Rune Phaser, ça aurait été sur le Rune Phaser, j'aurais trouvé ça très fort. Là, du coup, ça va obliger à faire un choix. Alors si vous voulez pas jouer de Berserker, il n'y a plus de problème. Par contre, si vous voulez en jouer, ça va être compliqué. Alors, excuse-moi, je vais tout de suite en fait passer au trait numéro 4, qui pour moi en fait va être le plus décisif dans ta façon de jouer, puisque ça va être Cendre Barbe. On reviendra sur le numéro 3 qui n'est pas très intéressant, mais par rapport à ce que tu dis justement sur le choix du type du général. Avec Cendre Barbe, ce général connaît 2 prières du tableau des bénédictions Zahagrim au lieu de une. Et pour moi, c'est plutôt celui-là en fait qui va te faire hésiter à réellement en prendre un en général. C'est vrai qu'il est bon aussi. Puisque en gros, on y reviendra quand on parlera des Runesmithers en fait qui sont les prêtres, mais ils connaissent une prière sur leur War Scroll et une prière générique. Ils peuvent donc en lancer 2. Et vraiment, elles sont super fortes. Ouais, elles sont très bonnes. Là, ils passeraient à 3 uniquement pour un mec à 140 points. Franchement, c'est très fort. Et au moins, alors évidemment, ça te force à avoir une seule bulle à un endroit. Mais tu as un mec qui fait tout. Et donc, il permet d'économiser des points. Économiser des points, c'est encore plus de dents en slip à côté. Et ça, on aime. Le problème, c'est qu'en fait, ça va t'obliger à jouer ta bulle autour du décor. Parce que quand tu as un prêtre qui lance 3 prières, tu vas le jouer à côté du décor qui buff en fait les lancements de prières. Du coup, tu vas perdre un peu de mobilité en contrôle map. Sur certains scénars, ce sera très fort. Quand l'objet, par exemple, type couteau dans le cœur, etc., où tu vas placer ton décor à côté, l'adversaire va devoir venir te chercher, ça va être horrible pour lui. Après, effectivement, tu sauves un perso. Tu peux en prendre un de moins. Donc, tu gagnes 140 points. Si tu génères 3 ACP, par exemple, sur le D3, tu te refais 150 points. Donc, quelque part, mais avec les CP, tu as la polyvalence en plus. Tu n'es pas obligé de t'en servir pour ça. Mais ça reste très fort, hein, tu as raison. En tout cas, il va y avoir débat, et donc ça, ce sera des choses à tester. Et ne serait-ce que pour ça, c'est un gros plus. Je reviens au numéro 3, qui n'était pas fou, qui est faiseur de serment, ajouté à la caractéristique de bravoure des unités de Duardin amis, tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces de ce général. Et déjà, j'ai kiffé parce que c'est Duardin. Ouais, c'est Duardin, voilà. C'est le seul truc qui est marrant sur ce trait-là, parce que sinon, il est nul. Hein. Mais ils buffent tous les Duardins, c'est marrant. Et du coup, pourquoi ils n'ont pas mis d'autres Duardins dans ce Battle Tome? C'est triste. Ensuite, on va passer au numéro 5 qui va être Pirard Armurier, ajouté 1 à la caractéristique de perforation des armes de ce général. Je passe au numéro 6. En fait, ça aurait été en aura autour de lui, j'aurais adoré. Et du coup, juste pour lui, sachant que c'est le prêtre, hein, il n'est pas dingue au corps à corps, hein, pas se mentir. Mais même sur un dino, quoi. Même sur un dino, ouais. Ensuite, le dernier, ça va être maître prêtre une fois par bataille. Au début de votre phase de héros, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez activer une rure d'Ornor qui a déjà été activée au lieu d'une qui n'a pas encore été activée. Bah, tu vois, moi, c'est celui-là que je trouve très bon. C'est même lui, je préfère lui à une prière de plus, parce que ça permet d'activer 2 fois le moins 1 en rend. C'est fort. Et ça veut dire que vous passez 2 tours complets avec vos berserk ou vos vulkites équipés de la bonne arme qui ont moins 2 en rend. Dégâts 2. Et ça fait très mal.
Donc franchement, celui-là, il est bien. Et moi, c'est celui qui me torture le plus entre le rune phaser et si je prends le rune smither, est-ce que je lui mets pas ça quoi? On débattra de ce point justement de qui en général, dépendamment des listes, en fin de vidéo pour savoir un petit peu les archétypes de listes qu'on va avoir avec au moins 3 fois 10 Vulkit pour avoir ces lignes et ainsi de suite. Il y a débat en tout cas. On passe ensuite aux artefacts de pouvoir. On commence par ceux qui encore une fois sont réservés au rune phaser et au runson avec la rune magnétisée, ajoutez 2 au jet de charge du porteur. Ok. Bière de Magmalt. Une fois par bataille au début de votre phase de combat, le porteur peut boire cette potion s'il le fait doubler la caractéristique d'attaque de toutes les armes de mêlée dont il est équipé jusqu'à la fin de la phase. T'as quand même moyen de te faire un gros ton avec plus en dégâts et ainsi de suite. Ouais, sur le personnage, si on le monte sur un Magmadrot, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être mignon. C'est pas mignon un nain. Petit format alors. Viril. Voilà. Alors viril petit format. Ensuite, on va voir tueuse de Drax. Une fois par bataille, à votre phase de tir, au lieu d'effectuer une attaque avec la hache de jet de piracier du porteur, vous pouvez dire qu'il va lancer la tueuse de Drax. Si vous le faites, choisissez un monstre ennemi à 8 pouces ou moins du porteur et jetez un D6 sur 6. Ce monstre subit D3 blessures mortelles. Putain, c'est une fois par bataille, à 8 pouces, sur un monstre, et il faut faire 6. Il est nul celui-là, c'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai que c'est assez violent. Ensuite, on va avoir Brille Aube d'Obsidienne. Au début de votre phase de héros, jetez un dé. Si le porteur est sur le champ de bataille, sur 4+, vous recevez un point de commandement additionnel. Ah bah ça, c'est vachement moins nul. Tout de suite, celui-là, il est bien. Il se transforme en chaman gobelin, en fait. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc, franchement, celui-là est très fort. On y reviendra quand on s'arrêtera justement sur les différents personnages, sur leurs aptitudes d'écho, et on essaiera de se rappeler quand même que, ah putain, ce tour, il peut peut-être le lancer 2 fois, ou son lui et son pote, et ainsi de suite. Ensuite, on va voir l'âme scintillante. Au début de la bataille, choisissez une des armes de mêlée du porteur, améliorez de 1 la caractéristique de perforation. De plus, si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec cette arme est 6, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de cette arme pour cette attaque. Je vais enchaîner tout de suite avec le 6, comme ça tu peux faire un tir groupé. L'âme scintillante, je suis désolé, ça fait elfe, ça fait pas nain. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par le porteur. Bon, au moins, elle s'appelle Hache de Grimnir, celle-là. Elle fait plus nain. Mais ça reste pas terrible, ni celui d'avant, ni celui-là. Selon la rumeur, cette hache aurait été forgée dans un mystérieux éclat de métal ramassé dans le sillage de la suite du dieu Duardin. Grimnir, c'est quand même le dieu de la guerre des nains. Et un morceau de sa hache, ça fait relancer les jets de touche. Moi, je préfère penser que c'est son prépuce qu'on a collé sur Oui, les d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, mais dans tous les cas, tu le prendras pas. Tu vas le révérer, tu le mettras dans ta forge, mais tu le prendras pas. Donc pour moi, il y a le Brie Home là, qui fait un CP en plus sur 4+, et 1 ou 2 artefacts qui sont corrects. Mais le Brie Home est quand même assez au-dessus. Ouais, clairement. Ouais. Ensuite, on va passer aux artefacts qui sont réservés aux Grimoires, Berserker et Doomseeker. C'est des personnages qui vont taper un petit peu plus, ils ont la capacité, s'ils meurent, de retaper. Ils tapent bien quand même. 2 fois. Ils tapent bien. Ils coûtent quand même 100 points, Ouais, et quand tu commences à faire des stats, ça fait que 4 dégâts. Ouais, mais c'est rigolo. Enfin, disons que si on prend ce type de personnage, pour avoir un Obélix complètement fou qui va foncer, mourir, c'est le vrai tueur nain pour le coup, comme il était avant. C'est Gotrek en fait. Ouais, c'est vrai. Bah là, on lui met une hache magique parce que c'est rigolo quoi. Ouais, sinon, on ne prend pas. Il va avoir tueuse de bêtes. Choisissez une des armes de mêlée de porteur. Si le jet de touche pour une attaque effectuée avec cette arme cible un monstre ennemi, cette attaque inflige 2 touches au lieu de 1. Faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chacune de ces touches. Ouais, trop circonstanciel. Faut faire des 6 sur un monstre. Compliqué. Brassard du braise fer, ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent le porteur. C'est pas un fluff. T'as un berserker, il est là pour mettre des buffs, il est pas important. C'est un slip en titane. Voilà, non mais faut pas le prendre ça. Ensuite, rune de fureur ardente. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez éveiller la rune de fureur ardente. Si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques effectuées par le porteur jusqu'à la fin de la phase. Et ça, c'est pas mal. Ça c'est mieux. Ça. Il peut s'activer 2 fois. Ouais, ça c'est. Mais il relance tout quand même. Donc on a un vieux truc tout pourri sur les monstres, ou alors une full reroll. Donc on prendra la full reroll. Heureusement, il n'y en a que 3, on prendra que celui-là. Ouais. Ensuite, on passe aux artefacts qui sont réservés aux totems et prêtres, à savoir le Rune Master et les Rune Smither. On va avoir Cap de la Salamandre. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur. Sur un 5, celle-ci est annulée. C'est pas mauvais parce que c'est des personnages qui sont très importants pour la synergie de l'armée. Il ne faut pas qu'ils meurent. Voilà. Et quand on prend sur Magmadrot, il est assez tanky. Par exemple, le Rune Master, on peut pas. Et on est obligé de le prendre à pied. Et le Rune Smither à pied, il n'est pas si tanky que ça. Donc c'est pas un artefact principal. Mais si vous avez un bataillon et que vous pouvez en prendre un deuxième, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir Rune de nuage de cendre. En incantant le nom de cette rune, son porteur appelle une colonne de suie qui étouffe le flux de magie. Le porteur peut tenter de dissiper 2 sorts à la phase de héros ennemi de la même manière qu'un sorcier. Le bonus, c'est pas mauvais, mais craquer un artefact pour ça, ça va être. En général, on va en avoir un, ça va être dur d'aller chercher le deuxième. Franchement, le craquer pour ça, je préfère celui du dessus. Ouais, ou celui du dessous. Bras 0 volatile, le porteur peut tenter 2 invocations magmiques par tour. Si on a un seul prêtre et qu'on a 2 invocations magmiques, oui. En général, on va avoir une invocation magmique ou 0 et 2 prêtres. Donc le ratio n'est pas en faveur de cet artefact.
Ensuite, on va avoir Aume des Ancêtres. Si l'unité ennemie échoue à un test de déroute à 12 pouces ou moins du porteur, ajoutez des droits au nombre de figurines qui fuient. Bah, dans Korn, on a vu qu'il y avait des synergies de dingue autour de ça, c'était très très bon. Dans Fire Slayer, il y en a beaucoup moins, du coup, c'est pas bon. Rune de Braise Pierre, ajoutez 1 au jet d'invocation pour le porteur. C'est pas mauvais ça, j'aime bien, parce que ça fiabilise les invocations magmiques. Encore une fois, c'est pas un artefact principal, mais si vous avez un bâtonnier et vous en avez un deuxième, pourquoi pas celui-là. Aume Droth. Cet antique Aume aurait été porté par le premier prêtre Zargrim à avoir dompté un Magmadroth. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées avec la griffe et corne des Magmadroth amis à 6 pouces ou moins du porteur. Alors celui-là, dans un build particulier, il y a une loge qui vous entraîne vraiment à jouer des Magmadroth parce qu'ils sont buffés à fond dans Avec cette le loge-là. aussi, justement, voilà. j'ai critiqué tout à l'heure. Avec le Runeson qui, quand il est monté sur Magmadroth, a une aptitude de co qui buffe les Magmadroth. Bah, du coup, vous prendrez un Runesmeter sur Magmadroth. J'ai trop dit Magmadroth. Vous lui mettrez ça et vous bufferez les dinos d'à côté. Voilà. Donc dans ce build-là, cet artefact est vraiment bien. Sinon, poubelle. Mais il y a une armée qui permet de le sauver et qui doit être assez jolie sur la table en plus parce que tu joues 4 dinos, quoi. On va passer, excuse-moi, mais aux vraies pépites. Ouais. Puisqu'on va passer aux artefacts qui sont réservés aux Battlesmiths. Ouais. Les Battlesmiths qui sont des nains avec une petite bannière et qui fait vraiment le café. Grosse bannière. Ouais, une grosse bannière. En fait, ça fait partie des synergies qui vont pouvoir faire +1 à la save, qui quand il meurt, il va pouvoir la planter au sol et pourront justement faire de cette bannière un artefact. Et ça, c'est un gros plus. On commence avec Icône des Ancêtres. La portée des aptitudes Icône de Grimnir est nulle, ne profanera l'icône du porteur est de 18 pouces au lieu de 12 pouces. Ouais, donc celui-là, il est vraiment très bon parce que la première des aptitudes dont on parle, et c'est surtout celle-là qui va être impactée en fait par l'artefact, c'est que tous les unités Wally Within 12 pouces du personnage gagnent +1 en save, ce qui est extrêmement fort. Et ben là, ce sera Wally Within 18, ce qui est 33% extrêmement fort en plus. Dans un jeu de mouvement. Dans un jeu de mouvement, bah là on bougera un peu moins, on restera autour de la bannière. Franchement, l'aptitude est très forte, le perso est très fort. C'est celle-là l'auto-include en fait. Donc c'est pas idiot de penser à le maximiser. Honnêtement, cet artefact est vraiment très bon, quoi. Quand on voit la puissance par exemple du Lord Castellan dans les Stormcast, parce qu'il met +1 en save à une unité et qu'il est auto-include dans toutes les listes Stormcast, même les listes de tir, putain celui-là il fait ça sur toute l'armée, quoi. Parce que Wally Within, on en met quand même beaucoup des nains, quoi. Ah, en 18 pouces, c'est énorme. Donc, c'est leur ligue quasi auto-include ouais, dès qu'on va vouloir optimiser avec un Battlesmith. Pour moi, oui. Ensuite, on va avoir Icône de la condamnation de Grimnir. Le porteur peut tenter de dissiper un sort à la phase de héros ennemi, de la même manière qu'un sorcier de plus. Si le porteur dissipe un sort, jetez un dé sur 2+, le lanceur subira une blessure mortelle. Bah, en soi, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas celui d'au-dessus, il serait bien. Donc si vous voulez pas prendre celui d'au-dessus parce que vous voulez garder des copains, vous pouvez prendre celui-là contre une armée qui fait pas mal de magie, ça peut ne pas être mauvais. Et enfin, le dernier, ça va être l'icône de Nulzidienne. Chaque fois qu'une unité Fire Slayer amie entièrement à 12 pouces ou moins du porteur est affectuée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites, sur 4+, ignorez les effets de ce sort ou de ce sort persistant sur une unité. Bah, en fonction de l'adversaire que vous affrontez, ça peut ne pas être mauvais. Franchement, vous jouez contre une déesse avec une Nagash, Arcane ou des soleils violets, des sorts vraiment qui font très mal, bah, mine de rien, ça a bien gêné votre adversaire, quoi. Donc elle est pas mal, celle-là. Hein, c'est ta gueule sur un 4+. Ouais, elle est pas mal, celle-là, pour ça. On passe ensuite à une bonne surprise, ça va être les traits de Magmaroth. C'est un trait qu'on va débloquer en plus dès qu'on va jouer un héros sur justement ces petits dinosaures. Je commence par le premier, Jeune Crête de Cendre. Lorsque vous utilisez l'aptitude que cinglante de cette figurine, soustrayez 1 au jet de dés qui détermine si l'unité ciblée subit D3 blessures mortelles. Si cette figurine a effectué un mouvement de charge au même tour, soustrayez 2 à ce jet à la place. C'est une aptitude qui est pas mal, qui permet de faire des mortels si on jette un dé qu'on fait moins que le nombre de figurines. Donc c'était bien contre les hordes, mais ça avait du mal à infliger des dégâts sur les persos. Bah, grâce à ça, on va pouvoir le faire. C'est pas mauvais. En fait, tu vas voir, il y a une progression. Les 2 premiers traits, c'est pour les jeunes Magmadroth. Les 2 traits du milieu, c'est pour les Magmadroth un peu plus sages. Et les 2 derniers, c'est pour les vieux Magmadroth. Donc les premiers, ils sont fougueux, tu vois. Donc ils vont au corps à corps. Ça augmente un peu les dégâts au corps à corps. C'est un bonus gratuit, encore une fois. Pourquoi pas. On passe ensuite au jeune écaille de flamme. Après que cette figurine a effectué un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à un pouce ou moins de cette figurine et jetez un nombre de dés égal au jet de charge obtenu pour ce mouvement de charge. Pour chaque 6, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Ça va mettre 1 ou 2 mortels dans la charge, qui est l'équivalent d'une charge de chaudron ou d'une corne de Dipmar de Volturnos. C'est un bon bonus qu'on peut prendre. Si on fait un perso burné corps à corps comme on a vu tout à l'heure, pourquoi pas prendre ça en plus. Ensuite, on va avoir Griffe de Feu adulte. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée avec les armes de mêlée de cette monture est 6, cette attaque a une caractéristique de perforation de -3. Le problème, c'est qu'il a que 5 attaques. Voilà, ça, et donc j'ai pas trouvé de moyen de lui en rajouter en plus, à part le faire taper 2 fois, ou dans ce cas-là, effectivement, il monte à 10. Je préfère celui d'au-dessus.
Ensuite, on va avoir langue de lave adulte. Lorsque vous utilisez l'aptitude torrent de feu rugissant de cette figurine, soustrayez 1 au jet du dé qui détermine si la cible subit des blessures mortelles. Si cette figurine est entièrement dans votre territoire ou à 6 pouces ou moins d'un objectif, soustrayez 2 au jet à la place. À savoir que c'est un souffle qui fait qu'on va jeter un dé et qu'on va, si jamais on arrive à un certain résultat, faire D3 mortel ou si jamais on fait 6, D6 mortel. Ouais, c'est pas mal aussi. Entre ça et la queue, il y a un choix à faire. C'est les 2 aptitudes spéciales du Magmadroth. Je pense que je préfère un peu celle-là. Ensuite, un truc qui va le rendre un petit peu plus tanky avec ancien cœur de houille, dégradé de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée qui prennent pour cible cette figurine jusqu'à un minimum de 0. Et ben, ça permet de faire un perso ultra tanky. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait lui rajouter 1 en save. Donc on peut avoir un perso quasiment qui a save à 2. Et qui va ignorer en gros les Rennes -1, quoi, qui va dégrader les Rennes -1. Ça fait quand même beaucoup penser aux hommes arbres anciens des Sylvanettes qui ont cette combo-là et qui sont pour ça très forts. Pourquoi pas? Ensuite, ancienne corne de cendre, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 contre les attaques qui ciblent cette figurine et les Magmadroth amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Bah dans la horde de Magmadroth dont on parlait tout à l'heure avec la bonne loge et tout, c'est marrant parce qu'encore une fois ça va toucher les 4 Magmadroth de l'armée. Pour moi c'est celui-là qui est auto-inclus pourquoi dès que tu pas vas jouer la synergie globale. Oui, quand tu joues la synergie globale, tu joues ça. On continue dans les aptitudes d'allégeance et maintenant on va parler des prières, à savoir que les prières sont lançables par 2 personnages, le Runesmiter et le Rune Master. Yes, à savoir que le Runesmiter sera quasiment auto-include à chaque fois, que ici, dans le texte en français, il y a un petit doute sur le fait que est-ce que s'il connaît 2 prières, il peut tenter de lancer les 2 ou pas. En anglais, il y a beaucoup moins de doutes, donc oui en fait. Si vous connaissez 2 prières, sous-entendu celle de son profil plus une que vous allez choisir ici, vous pourrez tenter de lancer les 2. C'est très simple, vous prendrez un dé, vous jetterez le dé et en fonction du résultat, dépendamment des prières, des fois ça sera sur du 3 plus que ça va se lancer, des fois je crois que c'est sur du 4 la plus dure. Ouais, la meilleure est sur du 4. Ouais. Et bien les effets s'appliqueront. On commence tout de suite par infusion de magma au début de votre phase de héros. Une figurine amie qui connaît cette prière peut la prononcer. Si elle le fait, faites un jet de prière en jetant un dé. Sur 1-2, la prière n'est pas entendue. Sur 3+, elle est entendue. Si la prière est entendue, choisissez une figurine d'invocation magmique à 12 pouces ou moins de ce prêtre. À la fin du round de bataille, ne faites pas de jet de tempérament de feu pour l'invocation magmique. Sous-entendu, en fait, comme c'est des invocations mais de type prière, à la fin d'une phase, elles peuvent dépopper. En fait, c'est la même chose que les jugements de cornes. Oui, exactement. Elles peuvent ni être dissipées, ni être conjurées une fois qu'elles sont sur le champ de bataille, mais elles vanichent toutes seules au bout d'un certain temps. Et ben, ça permet de la maintenir sur le champ de bataille. Si vous en jouez dans votre armée et que vous avez plusieurs Runesmithers, ou un Runemaster, soyons fous, pourquoi pas, vous prendrez, je pense, celle-là une fois pour essayer de maintenir vos invocations. Puis il y en a 2 qui sont quand même assez correctes, donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va voir chaleur intense. En gros, c'est pareil, elle passera sur un 3+, et si elle est entendue, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins de ce prêtre. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. C'est pas mauvais du tout, ça. C'est quand même un vrai bon bonus. Tu peux monter à -2 avec le perso de tout à l'heure. Ouais, et la portée est très bonne. Parce que franchement, 18 pouces pour un debuff comme ça, c'est vraiment très bien. Encore une fois, ça renforce le tanking de l'armée, qui commence à plus du tout en avoir besoin. Donc, ouais, je l'aime bien, ça. Ensuite, prière de cendre, elle va passer elle sur un 4+. Si elle est entendue, choisissez une unité amie qui est entièrement à 18 pouces ou moins de ce prêtre, c'est marrant, 18 pouces. Ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Bon bah celle-là est très très forte. Hein. On se rappelle, juste avant, on a vu un personnage qui va claquer justement sa bannière et qui fait qu'à 12 pouces ou à 18 pouces, s'il a pris le bon artefact, il y aura plus en save. Là, on passe à +2. On a des figurines qui sont de base à 5 pour quasiment l'ensemble du Battle Tome. Ça veut dire que très facilement, on peut les faire passer à 3. Ouais, donc là, on va prier très fort pour que celle-là, elle passe. Le décor synergise les prières, il donne +1 pour les lancer, donc elle passera sur du 3+. Heureusement que celle-là passe à 4 et pas à 3, parce que sinon, ça aurait vraiment été craqué. Si vous n'avez qu'un seul prêtre, vous jouerez cette prière-là à 100% des cas. Je ne vois pas un moment où on la jouera pas, en fait. Quel que soit le type de liste, que ce soit même des listes de tir ou des listes basées sur les Magmadroth, etc., vous prendrez cette prière-là dans tous les cas. Après, les autres sont vraiment bien, donc on a envie de jouer plus de Runesmithers, et comme ils coûtent quand même cher, c'est pas facile d'en caser autant que ça, mais celle-là est auto-include. Ensuite, on va passer à Tempête de Braise, qui va passer cette fois-ci sur du 3+. Si la prière est entendue, choisissez une unité de Vulkid Berserker ou de Earthguard Berserker, c'est les chouchous. Entièrement à 18 pouces ou moins de ce prêtre, l'unité choisie peut courir et quand même charger plus tard à ce tour. Ah bah c'est fort ça. Voilà. Donc avec la rune dont on parlait au début, qui fait quand même +2 au mouvement, si en plus on arrive à claquer l'effet qui se coule, on va faire aussi +2 à la charge. C'est-à-dire qu'ils bougent de 12, ils vont charger à 14. Ouais, et en plus, enfin, 14 on claquait ça, reclaquer un CP, ça commence à faire beaucoup de ressources, mais on peut reclaquer un CP pour faire une course à 6, donc on bouge de 6, on court à 6, et on charge de 2d6 +2. Donc en fait, on peut, sur les scénars où on est séparé 18 d'un adversaire un peu imprudent qui n'a pas vu ça, le charger tour 1 avec une armée de nains en furie.
Elle est pas mauvaise aussi, celle-là. Ouais, pas mauvaise. Il va sortir du slip qui transpire. Oui, là, je pense qu'il va pas aimer. Ensuite, on va avoir Prière de Fureur de Grimnir, qui elle aussi va passer sur du 3. Si elle est entendue, choisissez un héros ami qui n'est pas sur Magmadroth à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie et à 12 pouces ou moins de ce prêtre. Effectuez un mouvement d'engagement avec le héros choisi, puis attaquez avec toutes les armes de mêlée dont il est équipé. En fait, c'est triste qu'ils aient empêché les Magmadroth de le faire ça, parce que ça leur aurait donné un impact certain au corps à corps, mais ça n'aurait pas été dégénéré en fait. Donc je sais pas de quoi ils ont eu peur, ils se sont dit on va prendre le garde-fou, surtout que les dinos ils tapent pas une fois de trop, donc en fait on peut le faire que sur les Grimbrass Berserker, qui même avec l'artefact qu'on a vu sont pas des monstres, et surtout qu'en plus l'artefact il le claque pendant une phase, donc il le claque pas pendant celle-là. Après ça permet à mon avis de faire des mouvements plus pour aller faire une mauvaise surprise, pour aller se positionner sur un objectif. Bon. Je suis d'accord, mais c'est tellement inférieur en termes de puissance pure que la course et la charge ou le plus 1 en save qui est... petit format. Ouais, à petit format. À tout petit format. Un format Shadespire, avec 4 filles. Ensuite, on passe à la dernière prière qui va être Griffe Dorée, qui elle va passer sur du 3+. Si la prière est entendue, choisissez un Magmadroth ami qui est entièrement à 12 pouces ou moins de ce prêtre. On précise que ces prêtres peuvent être justement sur des dinos. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques de griffes et cornes de l'unité, choisis jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Ils veulent vraiment faire une armée de nains sur Magmadroth. T'as quand même des artefacts, des traits de commandement, des prières, la loge qui va bien. Les fixes sont super belles. Le problème, c'est que les Magmadroth, ils sont pas dingues. Ils sont pas très chers non plus. Ils sont pas très chers, mais ils sont pas foufou. T'as une unité qui est vraiment forte, qui va permettre justement de passer les saves à 2. Ouais. C'est quasiment le seul truc qui te donne envie vraiment de les jouer, à part la classe attitude, quoi. Voilà, c'est ça. L'armée peut être jolie, ça peut être un build qui est rigolo. Il sera... Je suis même pas sûr que ce soit hyper fluff en plus d'avoir 4 Magmadroth dans une armée, donc ce sera rigolo, beau visuellement. Après, si vous voulez jouer des dinos, vous jouerez Séraphon. La 3 est quand même vraiment très au-dessus. Yes. La course et la charge est vraiment bien aussi. Après, celle-là, et le moins en 8 est très bien. Bon, en fait, non, on tire jamais là. Sauf vraiment dans une armée à thème Magmadroth, si vous avez envie de vous taper un délire autour de ça, quoi. On passe ensuite au décor. On a l'habitude de voir que maintenant chacune des factions est dotée d'un décor qui est gratuit. Celui-ci doit être placé dans sa zone de déploiement. Ouais. À savoir qu'on rappelle que si jamais les deux personnes ont tous les deux un décor, on lancera un dé et celui qui gagne devra mettre l'ensemble de ces décors. Un Didonette pourra en mettre 2, le Skaven pourra en mettre 3 et après seulement lui pourra justement la déployer. Ça va permettre d'avoir comme règle de paysage bénédiction de magma au début de votre phase de héros. Un prêtre Fireslayer ami à 6 pouces ou moins d'un Battleforge peut contrôler son énergie magma. S'il le fait jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de prière pour les prêtres tous qui sont à 18 pouces ou moins de cette figurine. Donc c'en est un qui doit être à 6 qui donne le buff à 18. Bah, c'est un bon bonus. Parce que, alors, petit manque d'originalité par rapport au décor de corne qui fait concrètement la même chose parce que plus 1 on relance, c'est kiff-kiff. Hein. Tout petit peu décevant à ce niveau-là. Après, on va pas se mentir, c'est un bon bonus, on est content de le prendre. Hein. Voilà, parce que c'est gratuit. Ça va permettre à la prière qui fait plus 1 en sauvegarde de passer sur du 3, ce qui est quand même bien meilleur que du 4, et à toutes les autres prières de passer sur du 2. Donc ça fiabilise beaucoup. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce décor, c'est ce qui va venir juste là. Yes, ça va être épuiser la forge. Lorsque nécessité fait loi, un prêtre Zagrim peut épuiser toute la puissance d'une Magmic Battleforge en embrasant les runes dur or de ses frères Fireslayer pour octroyer aux guerriers encore plus de force. Une fois par bataille, au début de votre phase de héros, un prêtre Fireslayer ami à 6 pouces ou moins d'un Battleforge peut épuiser toute l'énergie de la forge au lieu d'utiliser l'aptitude de bénédiction de magma, sous-entendu plus 1 justement aux prières. S'il le fait jusqu'au début de votre prochaine phase des héros, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 des unités Fireslayer amis. Toutefois, pour le reste de la bataille, tu n'auras plus bénéficier du plus 1 pour la prière. C'est quand même un bouclier mystique sur toute votre armée, sur toute la table. C'est vraiment fort. Du coup, on va avoir envie de le faire. Mais ça prive d'un très bon bonus aussi. Donc en fait, vous allez le faire. La question, c'est quand est-ce que vous allez le faire? Parce que si vous attendez trop pour bénéficier au maximum des prières, on va arriver sur la fin de la game où l'effet va être moins impactant. Et si vous le lâchez là où il sera le plus impactant, c'est-à-dire au tour 2 ou au tour 3, quand les vrais corps à corps s'engagent, vous allez vous priver des prières pour la suite. En fait, c'est pour ça que j'aime bien ce décor, malgré son manque d'originalité. C'est qu'il fait faire un vrai choix, et c'est le premier décor qui fait vraiment faire un choix à ce niveau-là, et je trouve ça assez bien pensé. On a fait le tour de toutes les aptitudes d'allégeance, des artefacts, même des prières. On va maintenant rentrer dans le dur justement des nains, et on va s'attaquer aux différents profils. On va commencer par l'ensemble des profils qui sont sur Magmadroth. Le premier, ça va être Lorik
Runephaser sur Magmadrock qui lui vaut 280 points. Il a le keyword Runephaser, il va donc permettre en plus des Vulkits de passer les Earthguard Berserker en ligne. Avant de rentrer vraiment dans ces spécificités, on va s'attaquer justement au profil de l'ensemble des Magmadroth. Ils vont avoir un profil dégressif et que quand ils sont à plein potentiel, ils vont bouger à 12, avoir 14 PEV, une braverie à 8 et une sauvegarde à 4. Au niveau des armes de projectiles, on va retrouver les haches de jet de Piracier, mais qui sont vraiment ceux de l'ensemble des pas de dinosaures. Toute l'armée a ça, toutes les entrées de l'armée ont ça. Ensuite, ils vont chacun aussi avoir un torrent de feu rugissant qui a une portée de 12 pouces, qui va avoir l'aptitude, n'utilisez pas la séquence d'attaque pour une attaque de torrent de feu rugissant. À la place, effectuez un jet, comme indiqué dans le tableau, sous-entendu ça sera un D6. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ciblée, celle-ci subit des 3 blessures mortelles. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ciblée et si elle se trouve à 6 pouces ou moins de cette unité, alors elle subira des 6 blessures mortelles à la place. C'est un bon bonus qui fait assez mal aux hordes. Alors on va regretter qu'il va avoir du mal à toucher les persos, sauf à prendre le trait qu'on a vu tout à l'heure. Mais sur les hordes, c'est pas mauvais. Ensuite, elle va être équipée en arme de mêlée de griffes et de cornes. Elle va donc faire 6 attaques en 4+, 3+, Reine-1, dégâts 2, d'une queue brûlante qui va faire une attaque en 4+, 2+, -2, dégâts D3. Ensuite, en termes d'aptitude, on va avoir 100 volcanique, sous-entendu à chaque fois qu'une blessure est infligée par une arme de mêlée est allouée à cette figurine. On jettera un dé sur un 4+, le mec se brûlera et subira une blessure mortelle. C'est pas mauvais ça. Et enfin, dernière aptitude, ça va être la queue cinglante. À la fin de la phase de combat, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette figurine. Si le jet est inférieur au nombre de figurines de l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. Il y a le souffle et la queue en fait qui mettent des mortels sur les hordes, donc c'est pas mauvais. Il a le petit effet, quand tu me tapes, tu te mets des blessures. Donc ça c'est quand même pas mal. Moi c'est un 14 effet tu fais 7 mortels en face, c'est bien. Moi c'est un effet que j'apprécie beaucoup, ce genre de choses. Après le tanking est correct. 14 PV ça va 4, c'est pas mauvais. Le coup en point est pas déconnant. Et la force de frappe au corps à corps avec les 6 attaques 4+, 3+, Reine-1, dégâts 2. Il lui manque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose pour être vraiment bon à ce monstre-là. Un pantalon. Je pense qu'il va lui manquer un tout petit peu d'impact. Les persos qui sont dessus sont quand même pas mauvais. Souvent, leur aptitude de commandement change s'ils sont sur les monstres ou s'ils sont à pied. Donc c'est ça qui va faire la différence aussi. La figue est très très belle. Enfin, en tout cas, moi je l'apprécie beaucoup. Là, on va s'attaquer à l'Auric Runephaser qui vaut donc 280 points. Il va avoir comme arme de mêlée une grande clé Merlin qui va avoir une portée de 3 pouces, qui va faire 3 attaques en 3+, 3+, Reine-1, dégâts flat 3. Donc il cogne un peu. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il met des bonnes buffs. On rappelle, il peut gagner une attaque en plus et ainsi de suite. Donc pourquoi pas. Il va aussi surtout avoir baissé les yeux à votre phase de héros. Choisissez une unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette figurine. Soustrayez D3 à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Brise arme à la fin de la phase de combat. Choisissez un héros ennemi à 3 pouces ou moins de cette figurine et jetez un dé. Sur 6, choisissez une des armes de mêlée de la figurine choisie et soustrayez 1 au jet de touche avec cette arme jusqu'à la fin de la bataille. La même arme ne peut pas être affectée plusieurs fois par ça. Et là où pour le coup il va être assez cool quand même, c'est pour son aptitude de commandement. Avance imperturbable. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de héros. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant une aptitude de commandement. Jusqu'au début de la prochaine phase de héros, ne faites pas de test de déroute pour les unités Fire Slayer amies tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine. Ça c'est très fort, voilà. Parce que tombe le regard et je te casse ton arme, c'est deux petits effets assez sympas qu'on prendra parce que le perso les a, c'est gratos, donc on va pas se priver. Mais franchement, c'est pas dingue. C'est le perso le plus cher sur Magmadroth, il vaut quand même vraiment cher. Il a un socle val, c'est pas mal. Ouais, mais par contre, l'immune braverie en zone comme ça, même si l'armée, on n'a pas forcément une énorme nécessité, parce que, encore une fois, il n'y a pas énormément de figues, c'est très tanky et ça a une bonne valeur de base. On va essayer de le jouer parce qu'il passe les Berserkers en ligne. Voilà, les Earthguard Berserkers, pas les Vulkits Berserkers. La question, c'est est-ce qu'on le met sur son monstre ou pas? Il est à 100 points, à pied 280, voilà. Ça fait 180. Donc il y a 180 points d'écart pour le Magmadroth. Ça dépendra du budget qu'on peut se permettre de lui allouer. Le Smither, il est à 140. Mais le Smither est à 140. Voilà, donc en fait, le Magmadroth va coûter un Smither de plus. Excuse-moi, le Smither est à 140. Tu as le Firewall qui est à 40 points qui te permet de relancer des saves de 1 quand tu es à côté de lui. Tu dis que le combo gagnant, c'est plutôt un Smithers et un Firewall pour 140 points qui en plus te permet quand même d'avoir un phaser à pied. Ah ouais. En optimisé, le choix est quand même assez vite fait. Après, c'est vrai que la figue est assez classe. Ouais. Ça reste le chef de l'armée. On peut avoir envie de le placer sur une grosse salamandre. Parce que si on ne le fait pas pour lui, peut-être pour le Smither, vachement moins pour le Runson déjà. Voilà. Mais effectivement, je pense que tu as raison, en pur optimisé, on aura le phaser à pied et on se passera de ce personnage-là.
Ensuite, on va passer justement à Lorik Runeson sur Magmadrot. C'est lui le personnage le moins cher sur Magmadrot puisqu'il est à 240 points. Il va avoir comme arme de projectile, en plus des autres, un petit javelot qui va faire une attaque en 4+, 3+, raid-1, dégâts D3. Ensuite, il va avoir au corps à corps, justement, son javelot qui va faire une attaque en 3+, 3+, raid-1, dégâts 1. Et une hache d'arme ancestrale qui va faire 3 attaques en 3+, 4+, sans reine, dégâts D3. Donc il frappe vachement moins fort que son père. Qui fait dégâts flat 3. Et raid-1. Il va avoir rivalisé pour la gloire. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par cette figurine s'il y a un ou plusieurs autres Lorik Runeson amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Je la commente même pas. Ça. Donc déjà, il est pas dingue. Et pour que son attitude fonctionne, il faut qu'il y ait d'autres mecs pas dingues autour de lui. C'est quand même on va se faire l'allégeance des mous. Ouais, c'est quand même compliqué. Ensuite, il va avoir Javeline, tueuse de cuivre. C'est le javelot de tout à l'heure qui va faire qu'on va pouvoir ajouter 2 à la caractéristique de dégâts si jamais ça cible un monstre. C'est pas mal, ça passe à D3+2. C'est sympa comme bonus, ça on le prend. Puis c'est fluff pour le coup. Voilà, parce que lui, il est là pour faire des exploits, pour montrer à son père que c'est lui l'héritier, donc il va chercher les monstres, donc il fera plus mal avec son javelot. C'est pas non plus extraordinaire. J'aime bien ce que tu as dit, je crois que je le jouerai pour ça. Voilà, d'accord, t'en joueras 2 même, pour qu'il y ait la rivalité, tu vois. Ensuite, son aptitude de co va être bélier en fusion. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de charge. Si vous le faites, choisissez un Magmadrot ami qui est à 12 pouces ou moins d'une figurine amie et sur cette aptitude de commandement. Si l'unité choisie effectue un mouvement de charge à cette phase de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de la figurine choisie et jeter un dé sur un 2+. Elle subira D6 blessures mortelles. Une même unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude de commande plus d'une fois par phase de héros. Donc en fait, quand vous jouerez la horde de Magmadrot, avec tous les artefacts qui vont bien, la loge, le trait de commandement, vous garderez 150 points de côté pour vous payer 3 CP, vous ferez charger vos 3 Magmadrot qui mettront 3 D6 blessures mortelles. L'armée restera pas dingue, mais vous vous amuserez bien. Donc voilà, ça c'est le personnage général quand vous jouez la horde de Magmadrot, qui est clairement pas le meilleur des builds possible avec ce Battle Tome là, mais qui peut être rigolo. C'est vrai. Ouais, voilà. Tu vas charger 10 gobelins, tu vas niquer 60 points. C'est ça, voilà. Ça, c'était un truc. Tu vas tuer un cordon et après tu vas mourir. Mais ça a le mérite d'être là. Ouais. Voilà, donc ils ont poussé le truc à fond, parce qu'on verra que la loge n'est pas si mauvaise non plus. Ils ont poussé le truc à fond de si tu veux jouer des Magmadrot, on t'a aligné les étoiles, tu as un trait de commandement, un artefact, une loge et un général. Si vous voulez jouer à Magmadrot, vous allez jouer celui dont on va parler maintenant, puisque c'est le Lorik Runesmith sur Magmadrot. C'est l'intermédiaire, puisque encore une fois, papa est à 280, fiston est à 240 et lui est à 260. En termes de corps à corps, il va avoir 2 armes de plus. La clé Merlin qui va faire une attaque en 3+, 3+, sans reine, dégâts 2. Après, il va avoir un choix d'équipement qui va être soit un tisonnier runique, mais on le verra rarement, puisqu'il va faire 2 attaques en 3+, 4+, sans reine, dégâts 1. Ce qui n'est pas extraordinaire. Ouais. Mais vous ne le verrez pas souvent, puisque plutôt on va l'équiper avec une clé de la forge. En gros, on va tout de suite s'attaquer justement à l'aptitude qui fait qu'on fera ça, puisque, encore une fois, c'est un prêtre qui va connaître la prière renforcement runique au début de votre phase de héros. Vous pouvez tenter de scander cette prière sur un 3+, elle sera entendue, et si elle est entendue, choisissez une unité Fire Slayer Ami qui est entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine, ou entièrement à 18 pouces de cette figurine si celle-ci possède une arme de clé de la forge. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées par l'unité jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Donc la prière est très très bonne, c'est un énorme fiabilisateur, sachant que quasiment toute l'armée blesse à 3+, et les 6 pouces de portée en plus, mis en opposition à 2 extraordinaires attaques à 3+, 4+, pas de reine dégâts, on prendra toujours les 6 pouces de portée de plus. En plus, la figue est plus classe quand elle est équipée avec la clé de la forge. C'est vraiment pas mauvais. En fait, ce personnage, son Magmadrot, il le paye 120 points. C'est-à-dire il a 140 à pied à 260 sur Magmadrot, alors que le Runephasor qu'on a vu, il le paye 180 points. Pourquoi en fait cet écart? C'est parce qu'il perd l'aptitude de frappe en profondeur en fait. Ouais. Quand il est sur Magmadrot, il l'a plus. Mais il gagne le grand rituel d'éveil en échange. Juste pour information, c'est la règle à mon avis qui va faire quider pas mal justement de personnes de grande taille, et on les emmerde, avec grand rituel d'éveil. Une fois par bataille, pendant votre phase de héros, vous pouvez dire que cette figurine avale une pépite dur or, donc il avale un prépuce. Si vous le faites, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent les unités Fire Slayer amis entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à avoir de la 2+. Ça commence à faire +3 entre la prière, le mec avec son totem qui fait +1 à 12 ou à 18, et lui qui fait ça encore une fois. Sachant que comme tu disais, les mecs ont save à 5. Certains avec bouclier, quand ils cherchent pas, ils ont save à 4. Et ils ont 2 PV, tu les mets à save à 1 ou à save à 2. Quoi. Ouais. Et derrière, il y en a en plus qui ont des fils no pain. En termes de tanking, je crois qu'ils battent même les Stormcast. Et pour le coup, tu vois, si on doit en jouer un, parce qu'on aime la figurine, parce que machin, ça sera lui, encore une fois, il sera à 240 points. Moi, je pense que j'en joue 2, un à pied et un là-dessus. Ouais, parce que le plus en save une fois par partie, il retourne la game. Hein.
Clairement, la prière est très forte. À 18 pouces, en plus, c'est une bonne portée, donc il peut rester près il a du... un socle qui est large. Ouais, il a un socle, il peut rester près de son décor, là. Pour l'activer, filer le bonus à l'autre priest, qui lui est allé faible à 18 de là, et rajouter plus un save sur tout le monde, au bout d'un moment, fuck off, quoi. Parce que lui, franchement, il est vraiment très bon, il est pas si cher que ça. Ça tombe très bien, il est dans le start collecting. Qui est à 80 €, alors qu'il que le Magmadrot vaut 80 €, donc vous aurez 10 Vulkits en plus. Ça vous fera une ligne, donc on sera toujours content de les prendre. C'est une des meilleures unités du Battle Tome. Alors je pense qu'il ne sera pas général parce qu'on restera quand même sur une Phaser en général. Maintenant, à pied. Ouais, à pied. Maintenant, si on veut le jouer, on a vu, il y a quand même 3 très bons traits de commandement, y compris le Feel No Pain à 5. Sur lui, on sera content de le prendre. Donc c'est au final une des meilleures entrées du Battle Tome, clairement. Et on va continuer avec les meilleures entrées du Battle Tome, et c'est une excellente surprise de découvrir Vjul Grimnir, qui est l'unité de Shadespire, et ça fait vraiment plaisir, puisqu'ils ont fait pas mal de tentatives. Ouais. Non, je déconne, ils continuent de faire de la merde, puisque Full Grimnir, donc qui est le personnage nommé, avec ses 3 autres copains, il va coûter 200 points. En fait, c'est un Rune Phaser à pied qui vaut 100 points de plus, donc il vaut le double du prix d'un Rune Phaser normal. On ne peut pas l'équiper, on ne peut pas lui mettre de trait de général pour qu'il se balade avec 3 kikis. Il a beau être en slip, lui en critique. Mais il est un tout petit peu moins catastrophique que les autres unités de Shadespire qu'on a pu voir. Alors il oblige à jouer la loge Vostarg, mais son attitude de co est bonne. Yes, très rapide quand même pour avoir ses aptitudes. On va avoir bénédiction de Grimnir, jeter un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle à cette figurine, tant qu'elle est à 3 pouces ou moins justement de ses potes. Sur un 5+, elle sera annulée. Voilà. Après, il a les 2 aptitudes du Rune Phaser classique. Donc baisser les yeux, le fait de soustraire la caractéristique de bravouille des unités qui sont à côté. Brise d'arme qui permet de donner un malus de -1 à touche, de -1 au hit, sur une arme qui est à portée de corps à corps de lui ennemi. Si on fait 6. Si on fait 6, exactement. Et comme tu l'as dit, c'est surtout grâce à son aptitude de commandement qui va être un petit peu moins nulle, avec Honorons nos serments. Vjul Grimnir lutta des décennies durant à Shadespire pour honorer un vieux serment des Vostarg. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette aptitude de commandement jusqu'à la fin de la phase. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les unités Vostarg amies tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Une même unité ne peut pas bénéficier 2 fois de cette aptitude. En fait, l'aptitude de commandement est pas mauvaise. Le mec, il a quand même 6 PV, là, une save à 4, donc il peut avoir save à 2 assez rapidement. Il a un Feel No Pain à 5, etc. Le problème, c'est qu'il vaut le double du prix. Encore une fois, l'unité est pas mauvaise. Donc enfin, on a un War Scroll issu de Shadespire qui en soi est correct. 200 points quand même. Mais 200 points. Voilà, c'est le coût qui n'est pas correct. En fait, comme tu l'as dit, 200 points, même s'il est avec 3 potes qui vont avoir quelques petites règles spé, mais on va les zapper, on va tout de suite le mettre en comparaison justement avec le Rune Phaser, puisqu'il partage ce keyword qui permet de passer l'Earthguard Berserker en ligne, encore une fois. Donc l'Auric Rune Phaser, il va coûter lui uniquement 100 points. C'est pas cher pour lui, pour ce personnage qui sera certainement notre général. Il va avoir un mouvement de 4 comme l'ensemble des dents, 6 points de vie, bravoure à 8 et une sauvegarde à 4. Il va avoir ses petites haches comme l'ensemble des profils pour pouvoir les lancer, encore une fois. C'est une attaque à 8 pouces qui va faire du 5+5+, sans reine, dégâts 1, et une grande clé Merlin qui va faire 3 attaques en 3+3+, reine -1, dégâts flat 3. Donc il tape le pépère, il va avoir Brisard, mais ça on s'en fout. Il va surtout avoir chef de loge comme aptitude de commandement qui sera utilisable au début de la phase de charge. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette aptitude de commandement, ajoutez 1 au jet de charge pour les unités Fire Slayer amies qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Tu vois, son attitude de coach, je la trouve meilleure que celui qui était sur Magmadrot. Que certes, limite morale à 18 du Magmadrot, sachant que comme tu disais, il a un gros socle, c'est quand même vraiment fort. Mais on est sur une armée d'élite qui n'a pas énormément de figurines et qui a déjà une bonne brèverie de base. Donc c'est moins impactant que dans d'autres Battle Tome type les Skaven, où là pour le coup on a vraiment des hordes, on a besoin de les protéger. Par contre, le plus 1 en charge, et c'est pas la première occurrence du plus 1 en charge qu'on voit, on commence vraiment à voir arriver la combo du Runesmiter à pied qui fait charger, enfin qui fait faible unité, et la charge à plus 1, plus 2, plus 3, et plus 4 si on a craqué la rune en effet qui se coule là. Donc je trouve vraiment très bien, comme tu disais, il vaut que 100 points, ce qui est vraiment pas cher pour un perso qui tank bien, peut mettre des claques au corps à corps, tu vas pas le chercher avec 5 harpies lui, parce qu'il les renvoie d'où elles viennent. C'est un vrai bon personnage. On enchaîne ensuite avec le fiston à pied, il est au même prix que papa, sauf qu'ils vont être légèrement différents. Lui, il n'apporte aucun bonus à la quête prix en général, donc est-ce que c'est 100 points qu'on va avoir dans notre liste? Je suis pas sûr. Le fait est quand même qu'il va avoir une aptitude de co intéressante. Quand même, juste pour préciser, il va avoir les aptitudes rivalisées pour la gloire. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par cette figurine s'il y a un autre Auric Runson ami à 6 pouces ou moins de cette figurine. C'est la comparaison entre les deux frères. Javeline tueuse, c'est ajouter de la caractéristique de dégâts quand on cible un monstre, c'est pareil. Et l'aptitude de co va être assaut, intrépide. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette aptitude, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques effectuées par les unités Fire Slayer amies entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Donc les Fire Slayer blessent à 3, avec ça ils vont blesser à 2, et avec la prière du Runesmiter qu'on a vu, ils vont reroll.
Donc bless à 2 reroll, ça commence à être très fiable. Hein. En termes de stats, moi qui aime bien ça quand c'est lissé, 2 plus reroll, c'est bien lissé. Après, effectivement, il vaut 100 points. C'est pas très cher, mais mine de rien, on se répète un peu, mais l'armée coûte quand même assez cher, donc on va avoir du mal à tout rentrer. Et ce que tu disais, c'est très vrai, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de points de commandement. Et est-ce qu'on va se servir d'un point de commandement pour passer notre 3 plus reroll en 2 plus reroll? Je pense que c'est un peu overkill. En termes de stats, ça ne change pas énormément la 3 plus reroll versus 2 plus reroll. Ouais. Ce qu'il faut, c'est la reroll en fait. Ouais. Donc je suis pas sûr que... Alors ça peut être une fiabilisation si jamais on loupe la prière, qui est sur 2 plus, si on est à côté du décor, donc normalement on la loupe pas, mais si on la loupe, on peut claquer un CP pour ça. Ça me paraît quand même très situationnel, mais le perso en soi est pas mauvais, donc il méritait qu'on s'attarde 3 minutes sur lui. Il est meilleur que sa version montée, puisqu'il est quand même pas si cher, hein, 100 points pour un perso qui a quand même un tanking correct, 5 PV, save à 4. Pourquoi pas? On passe ensuite au Battlesmith. Lui, pour le coup, il est rigolo puisque déjà, il a le keyword totem et ça lui va bien. Oui, ça lui va bien, lui. Ouais. On avait déjà découvert ce keyword justement dans Khorne, en fait, avec un totem. Ici, lui, il va valoir 140 points. C'est un petit peu cher pour un personnage qui est un petit peu chétif parce que pour un nain, il a quand même 5 PV, save à 4. Pour 140 points, c'est un petit peu cher le nain, mais il est tellement fort grâce à justement la même aptitude que sur Magmadrot, sous-entendu icône de Grimnir. À votre phase de héros, vous pouvez dire que cette figurine brandit son icône de Grimnir si elle le fait ajouter un au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent les unités Fire Slayer amis entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Toutefois, s'il le fait, les unités Fire Slayer amis entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine ne peuvent pas se replier jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Nul ne profanera l'icône, je vais lire le fluff, l'icône sacrée de Grimnir est un des liens les plus forts que les Fire Slayers ont avec leur dieu absent et feront tout pour ne pas la perdre. Si cette figurine est tuée avant qu'elle soit retirée du jeu, les unités Fire Slayer amis entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine peuvent jurer de protéger l'icône. Si une unité le fait, elle ne peut pas faire de mouvements normaux ni de mouvements de charge jusqu'à la fin de la bataille, mais vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques de l'unité effectuées avec les armes de mêlée. Alors déjà, la base, c'est quand on joue Fire Slayer et qu'on est dans un format de 2000 points, on joue en 1860. Parce qu'on joue forcément ce gars-là, c'est obligatoire. Son aptitude de base de la bannière de donner plus 1 en save à 12 pouces ou à 18, c'est extrêmement fort. Voilà, je pense que c'est assez évident à comprendre à quel point c'est monstrueusement fort. Après, il a quand même un certain doigté, ce perso, parce qu'on ne peut pas se replier. C'est quand même un petit nerf. Voilà, ça enlève un peu de flexibilité tactique. Maintenant, on tape quand même très fort et on tank très bien. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de se replier. C'est plus pour la suite où c'est compliqué. Parce que là, il va y avoir un vrai choix à faire. Sur des unités de corps à corps, je pense qu'on ne le fera pas. Sauf... En fait, excuse-moi, mais en général, à 2000 points, si on va un minimum optimiser, on aura entre 2 et 4 unités réellement sur table qui vont rendre des couilles. Et t'as pas envie de te priver d'un move sur une dalle. Sauf, avant que tu me coupes de manière honteuse, d'ailleurs, serment direct, tu vois, rune des serments, je vais le mettre dans Damascronk, là, le mec m'a coupé, sauf si il meurt à côté d'un objectif, ou l'unité, par exemple, sur un scénar des comètes, où il y a une comète qui vaut très cher, et que tu as tes unités de Berserker, que ce soit des Vulkites ou des Earthguard dessus, tu bougeras plus de la partie. Tu vas essayer de tenir ton objectif. Donc là, tu pourras le faire. Ou alors une unité de tir. Parce que les Auric Earthguard, qui ne sont pas une unité extraordinaire, quand ils commencent à tout reroll, c'est tout de suite vachement moins drôle. Et eux, à la rigueur, ne pas bouger, c'est pas trop grave pour eux. Parce que l'adversaire va essayer de sortir de leur zone pour arrêter de se faire mitrailler, parce que pour le coup, ils vont pas rigoler du tout. Ils ont quand même une portée qui est correcte. Il va pas non plus mourir tour 1. Donc s'ils meurent tour 2 ou tour 3, ils vont quand même avoir le temps de mitrailler un petit peu. Je précise quand même qu'il rigole pas des masses. Il fait 3 attaques en 3+, raid-1, dégâts 2. Ouais, mais ça reste pas mauvais. Alors il est effectivement un petit peu cher, et on va essayer de pas l'envoyer au corps à corps, lui. Vraiment pas. C'est un personnage, donc il va bénéficier de son attention messière. Donc il va pas être si simple que ça à tuer au tir. Il bénéficie de sa propre zone d'effet, donc en fait il a save à 3. Donc mine de rien, 5 PV, save à 3, -1 pour être touché. Il va falloir aller le chercher au milieu de ses 60 copains énervés avec les haches et tout, et ça va pas être facile. Hein. Donc c'est un vrai bon personnage. Pour moi, c'est l'autre option auto-include avec le Runesmiter pour la prière en plus en save. Et donc on arrive avec ces deux personnages-là pour 280 points, à 2 occurrences de plus en save. C'est très très tanky. Ouais. On enchaîne maintenant à l'Auric Rune Master. Lui, il vaut 120 points. Il a 6 points de vie, donc 1 de plus. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir Saint Prospecteur. À votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins de cette figurine de GTDD. Si vous obtenez donc au moins un 6, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des unités Fire Slayer amis qui ciblent cette unité. Et si vous obtenez 2 6, soit un double 6 qui arrivera une fois sur 36, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure de 1 pour les attaques effectuées contre cette unité. Il faut faire un 6 en fait. En anglais, c'est E6. Et pas au moins 6, parce que 6 avec 2D, ça passerait.
Là, vous jetez 2 dés, vous devez faire au moins un 6. Ça ne marchera pas souvent. Le problème, c'est que c'est le Rune Master. C'est quand même lui qui a formé les Rune Splitters, il est moins bon qu'eux. C'est triste. C'est un peu triste. Ouais. Au niveau de son aptitude majeure, puisque ça va être sa prière, il va avoir appel du volcan. Au début de votre phase des héros, cette figurine peut prononcer cette prière. Si elle le fait, faites une prière sur un 3+, elle sera entendue. Et si elle est entendue, choisissez un élément de terrain à 18 pouces ou moins de cette figurine. Jetez un dé pour chaque figurine à 1 pouce ou moins de l'élément de terrain choisi. Pour chaque jet de 6, l'unité de la figurine subit une blessure. En outre, jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'élément de terrain a la règle de paysage fatale en plus de celle qu'elle a déjà. Ce qui fait que si on tente une charge dedans, on prendra des 3 mortels. Sur un 1. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est de la merde, hein. Pardon. Ouais, non, franchement, c'est pas très fort. C'est-à-dire qu'en plus, il faut le concours de votre adversaire, il faut qu'il soit sympa, qu'il vous ait mis 60 gobelins dans une ruine pour que vous puissiez en tuer 10. En plus, il vaut 120 points, c'est-à-dire il vaut que 20 points de moins que son élève qui est 4 fois meilleur que lui. Une petite incompréhension pour moi. Alors, soit il y a un truc que j'ai pas vu avec ce personnage. En fait, ce qui est bizarre, c'est que, en gros, bon, on le verra tout à l'heure, hein, mais le Smitter sera au-dessus et c'est un prêtre aussi. Si on n'a pas le droit aux doublettes, on jouera un sur Magmadron et un à pied. Oui. Donc, je vois vraiment pas dans quelles circonstances, lui, on va aller le chercher. Je sais pas. Honnêtement, en plus, la figue est quand même assez particulière. Enfin, le design de sa barbe, lui, je sais pas, il a une tête bizarre. On enchaîne ensuite avec une autre unité un petit peu plus mitigée, mais on arrivera quand même à lui trouver une utilité parce que là, on va passer au Grimwrath Berserker qui lui vaut que 100 points. Donc, ça va être un petit électron libre qui va pouvoir faire un petit peu de dégâts quand même, surtout si jamais on décide de le buff avec les artefacts qu'on a vu tout à l'heure. Il va avoir 6 PV, un mouvement de 4, c'est normal. Il va avoir un 9 et une sauvegarde à 4. Il va faire 4 attaques en 3+3+, Ren-2, dégâts 2, donc ce qui est quand même pas dégueulasse. C'est pas mauvais, Il va avoir l'aptitude Berserker irrésistible qui fait qu'on va jeter un dé à chaque fois qu'on va allouer une blessure mortelle à cette figurine. Ajouter un au jet s'il y a une ou plusieurs unités ennemies à 3 pouces ou moins de celle-ci. Et sur un 6, la blessure mortelle sera annulée. Donc il a un tanking correct avec ses 6 PV, ça s'élève à 4 et son Exactement. Ensuite, fureur de bataille. À la fin de la phase de combat, si cette figurine est à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie, jetez un dé sur 2+. Faites faire un mouvement d'engagement à cette figurine, puis faites l'attaquer avec toutes ses armes de mêlée. Et enfin, mort mais pas vaincu. Si cette figurine est tuée avant d'être retirée du jeu, elle peut effectuer un mouvement d'engagement, puis attaquer avec toutes ses armes de mêlée. Alors c'est rigolo, ça veut dire qu'il peut potentiellement taper 3 fois s'il y a une autre unité qui la bute à la fin de la phase de combat. En fait, ça aurait pu être une très bonne unité de chasse. Parce qu'il a quand même un bon tanking, et il fait mal, et même si l'adversaire le tue avant, il va quand même faire son boulot, c'est-à-dire tuer un sorcier, tuer une petite unité gardien de but, etc. Le problème, c'est qu'il bouge de 4. C'est ça qui est chiant. C'est un splinter. C'est un splinter, et ça passe splinter très loin, lui. Et lui, on va pas le faire faible, en fait. Parce que prendre un smiter pour faire faible juste ce gars-là, c'est du gâchis. Donc en fait, on va le mettre sur la ligne de départ, il va courir pendant 2-3 tours, il va finir par choper sa cible, mais pour moi, ce sera un petit peu trop tard. C'est son seul défaut, parce que sinon, il n'est pas mauvais. Et après, si on s'en sert, pas pour aller faire de la chasse, mais pour avoir un perso qui tape au milieu des lignes, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On prendra un phaser ou on prendra plus de berserker. Donc en fait, son rôle, défini par son profil et par ce qu'est un personnage électron libre qui notamment doit aller tuer les personnes en face, est vachement limité par son mouvement, donc il est dur à jouer. Après, il n'est pas mauvais en soi, mais son rôle tactique est un peu limité à cause de son mouvement de 4. Pour moi, il est un petit peu comparable au Doomseeker, donc qui est la figurine qu'on va voir juste après, qui elle aussi vaut 100 points, donc ils sont mis en comparaison. 5 points de vie, bravoure à 8 et une sauvegarde à 4. Là, on va être sur 3 attaques en 3+, 4+, sans rien de dégâts 1, et 3 attaques en 3+, 3+, moins 1 dégâts 1. Donc il sature un petit peu plus aussi, dépendamment des cibles, ça va pas être la même chose. Surtout qu'il va mettre des grosses baffes. Exactement, puisqu'il va avoir l'aptitude liée par le serment. Au début du premier round de bataille, choisissez une unité ennemie. Cette figurine a juré de la détruire jusqu'à la fin de la phase de combat. Si cette figurine est à 3 pouces ou moins de l'unité choisie, alors elle peut effectuer un mouvement d'engagement puis attaquer avec toutes ses armes de mêlée. Ensuite, pouvoir runique, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de cette figurine si une blessure lui est allouée. À la place, ajouter 2 à la caractéristique de dégâts et de blessures si elle a subi 2 blessures sur elle. Sous-entendu, si elle est à 3 points de vie. En fait, on va prendre le Rune Master, on va allumer un volcan, on va le faire charger à travers, il va faire 1 sur le fatal, il va se mettre 2 dégâts, et après il va avoir 6 attaques, dégâts 3. Honnêtement, il tape pas mal. C'est pareil, il vaut 100 points, c'est comme le Grimwrath Berserker, c'est un personnage de chasse qui va aussi taper pas mal. Lui, c'est la figurine de Silver Tower, donc on est quand même assez content de le voir. J'étais triste chez les Skaven de ne pas voir l'assassin des ombres, malheureusement il n'était pas là, lui est là, donc plutôt bien. Ça fait une entrée de plus dans le Battle Tome. Encore une fois, le problème c'est le mouvement de 4,
qui va un peu le limiter. Mais il est pas mauvais en soi, mais il est lent. Alors, on va passer au combo ultime. Sous-entendu, vous achetez un starter de base, vous allez avoir un phaser sur Magmadon dedans et vous allez prendre justement le Runesmithers à pied pour faire votre figurine. Ou l'inverse. Puisque là, on va passer justement à l'Auric Runesmithers. Il vaut 120 points. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, il est clairement auto-include. Il a le keyword, bien évidemment, prêtre. Il va avoir mouvement de 4. Il a 5 points de vie de bravoure à 7, mais on s'en fout qu'il ait moins 1 de bravoure que par rapport à ses potes. Et une sauvegarde à 5. Il va avoir l'aptitude excavation magmadique. Au lieu de placer cette figurine sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée sous terre en tant qu'unité de réserve. Si vous le faites, au moment de placer une autre unité Fireslayer amie, au lieu de la placer sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre dans le tunnel avec elle. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Placez ensuite l'éventuelle unité qui l'avait rejointe entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et toujours à 9 pouces de l'ennemi. Les unités placées en réserve sous terre qui ne sont pas placées sur le champ de bataille avant le début du 4e round sont détruites. Ouais, ça c'est assez classique. Cette aptitude, il l'avait déjà avant, elle est un tout petit peu nerfée parce qu'en fait, avant, quand il embarquait une unité avec lui, ça comptait comme une seule pause. D'accord. C'est-à-dire tu prenais ton unité de 30 berserk et lui, et c'était une pause. Là, ça t'en prend 2, ce qui est normal parce que maintenant tous les personnages fonctionnent comme ça. Les Soulscryer, Idonet, etc. fonctionnent tous comme ça, donc c'est bien. Ils l'ont remis dans ce qui est. Idounet, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Ils l'ont remis dans maintenant les autres règles, voilà, donc ils ont lissé ça, donc c'est plutôt bien. À côté de ça, il a gagné le fait qu'il lance les prières qu'on a vues tout à l'heure, donc il a pris un énorme up global. Et il a la même prière que son copain sur Magma droite. Unique, je vais quand même la rappeler, puisqu'encore une fois, il peut lancer les deux, en fait. Puisque c'est une prière qui va se lancer sur du 3+, il est entendu, choisissez une unité Fireslayer Ami qui est entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine, ou entièrement à 18 pouces s'il est armé d'une clé de forge. Bien évidemment, ça sera systématiquement celle-là. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées par l'unité du héros choisi jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Potentiellement 2 tours. Hein. Ouais, donc en fait, il peut prendre 30 nains, les faire TP, leur filer plus 1 en save, leur faire relancer leur jet pour blesser et leur permettre, en claquant un CP comme c'est un héros et qui sera porté, de leur faire reroll leur charge, qui sera normalement à 9, mais qui peut être à 8, qui peut être à 7, etc. Donc c'est pareil, ce perso est une bombe. Ce que je disais un peu en préambule, c'est que Games aime beaucoup les persos prêtres. Hein. On voit les Slaughter Priest ou les Hag Queen ou ce genre de choses. Donc lui, c'est la version la plus chère des priest qui sont en général autour de 100 points. Lui, il est à 120, mais il les vaut. Hein. Enfin, il est vraiment très très bon. On enchaîne maintenant avec la première et la dernière ligne, à savoir les Vulkid Berserker. C'est l'une des seules unités qui sont jouables, donc qui n'est pas un personnage. Eux sont jouables de 10 à 30 versus les autres qui sont jouables de 5 à 30. On va être à 160 points par tranche de 10, sans aucune réduction au niveau du prix. C'est quand même assez rare de voir la ligne générique d'une armée qui n'a pas de réduction de horde. On voit vraiment que Games a voulu casser les Fireslayer, c'était 90 ou 120 Vulkit. Bon, ils n'en avaient déjà pas de réduction de horde dans la dernière manus générale, parce qu'au tout début, ils en avaient. Ils leur ont enlevé, là, ils leur enlèvent carrément, alors que les autres unités d'élite, eux, vont avoir une réduction de horde. Bon, on va pas faire de la redite, mais il y a un peu un petit côté, vous avez acheté des Vulkit, maintenant vous allez acheter autre chose. Par contre, le War Scroll a été quand même modifié en profondeur. C'est-à-dire qu'ils avaient un Feel No Pain, ils l'ont plus, mais ils ont gagné un PV. Ils tiraient bien, ils tirent moins bien, mais ils ont gagné une attaque. Et ils ont gagné en plus une règle spéciale que tu vas lire. Donc ils ont vraiment beaucoup été changés. Ils ont pris 40 points. Maintenant ils sont à 160, avant ils étaient à 120. Mais ils avaient un PV, un vue à 4. Maintenant ils ont 2 PV, ce qui est quand même meilleur. Parce que les synergies basées sur l'armure font qu'ils peuvent arriver à save à 2 et du coup c'est vraiment très bon. En fait, excuse-moi, mais 2 PV par rapport au save est plus rentable puisque tu n'es pas régi au craquage. Ça te permet de lisser les stats. C'est ça. Donc au final, c'est une unité. Globalement, je trouve qu'elle a quand même pris un petit nerf. Ils vont avoir donc un profil de nain standard, ils vont bouger de 4, comme tu l'as dit, ils ont 2 PV, une braverie à 7 et une sauvegarde native à 5. Ils sont systématiquement équipés d'une arme de projectile qui va être une hache de jet de pyrotier, on l'a vu tout à l'heure, mais ça va avoir une portée de 8 pouces, une attaque en 5+, dégâts 1. On va à l'intérieur d'une unité avoir Karl. Karl, c'est le personnage, c'est le beau copain de l'unité, c'est le personnage qui va avoir une attaque en plus. À savoir que il va aussi pouvoir avoir un corne qui fait qu'une figurine de cette unité sur 5 peut avoir un corps de grimière ajouté 1 au jet de charge pour les unités qui incluent un ou plusieurs corps de grimière. Ça c'est fort. Hein. On va être capable de les équiper soit avec des haches ou des pics de piracier en plus d'un bouclier lamé, ou alors directement d'une paire de haches. En gros, la hache va faire 2 attaques en 3+, sans reine, dégâts 1. Et le pic va faire 2 attaques en 3+, 4+, mais en reine -1, dégâts 1. On l'a vu, il y a moyen d'améliorer la blessure et de la fiabiliser. Donc nous, en tout cas, on préfère quand même la reine -1.
Bah, surtout que tu as la rune en fait, qui rajoute encore un reine -1 et passer à reine -2, c'est vraiment très impactant. Et comme tu disais, il y a la prière qui permet de relancer le 4+, et donc de le lisser. Donc j'ai tendance à préférer le pic. Dépendamment en fait des équipements, ça va aussi en plus du profil débloquer autre chose, puisque en gros vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par une paire de haches piranciers. Sous-entendu en gros, soit vous préférez la létalité du reine -1 et vous jouez un pic, soit vous préférez l'aspect aussi toujours tanking de jouer la hache et le bouclier, on va dire sa capacité juste après, ou alors vous le jouez en double hache. Moi visuellement c'est ce que je préfère, le fait est que je pense que c'est ce qu'il y a de moins fort, puisque ça va te permettre de relancer le jet de touche. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien de relancer tout le jet de touche. La plupart des autres unités qui ont 2 fois la même arme relançaient que les 1. Donc c'est quand même un up du 2 armes, parce que sinon c'était quand même systématiquement moins bon que le bouclier. Maintenant le bouclier apporte quand même 1 en sauvegarde, ce qui est très bon. Si tu ne charges pas. Si tu ne charges pas, et des mortels quand tu charges. Donc moi personnellement, mon équipement préféré c'est pic bouclier. Maintenant c'est vrai que visuellement c'est le moins beau. Bah oui, Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Pour en revenir un petit peu, donc excuse-moi, mais sur ce châssis, encore une fois, il était à 120 points, là il est à 160. On ne va pas regarder derrière nous, on va regarder devant nous. On est quand même à 16 points le nain, qui a 2 PV, 2 attaques en 3+, 4+, reine -1, dégâts 1. C'est quand même quelque chose de correct. Hein. Ah oui, oui, c'est très correct, vu les synergies de l'armée, le fait qu'on peut les synergiser sur la blesse, qu'on peut augmenter leur sauvegarde, qu'on peut les faire FEP. Ça reste en soi Qui pas... chargeront à 8, voire à 7. Ouais, non, mais ça reste pas mauvais. On n'a pas vu encore les loges, mais ça apporte aussi des bons bonus. Ils ont aussi gagné la fureur berserk. Yes, puisque une fois par bataille au début de la phase de combat, vous pouvez décider de libérer la fuseur berserk de cette unité si vous le faites. Jusqu'à la fin de la phase, si une figurine de cette unité est tuée, avant de la retirer du jeu, elle peut effectuer un mouvement d'engagement, puis taper avec toutes ses armes de mêlée. Bah ça c'est très sympa en fait. C'est vraiment, en plus c'est fluff, c'est dans le thème vraiment du berserker, tu m'as tué, je tape quand même. En fait c'est vraiment l'équivalent order des Blood Warriors de Khorne. Hein. C'est 2 PV, 2 attaques, à peu près les mêmes stats. Tu me tapes, je vais quand même mourir. Ils ont les deux un bouclier qui fait un effet qui se coule, il va à peu près le même nombre de points. Aujourd'hui, j'ai du mal à savoir s'ils ont pris un nerf ou pas. Moi, je pense que oui. Dans le sens où avant, on en jouait vraiment le maximum, on spammait que ça. Tu peux plus les spams déjà. Et aujourd'hui, tu peux plus les spams. Maintenant, ils ont 2 PV, donc ça fait quand même des bonnes unités de gardien de but qui vont être dures à décrocher. J'aurais limite préféré qu'on puisse les jouer par 5, mais on peut pas. Pour moi, le plus gros nerf qu'ils ont pris, c'est sur le tir. Parce qu'en fait, avant, il y avait des vraies synergies en Fire Slayer sur des haches qui touchaient bien, qui tiraient à 16 pouces, etc. Maintenant, on est à 1 tir par mec, en fait, à 8 pouces, 5 plus 5 je vais clôturer, en fait, puisque pour moi, le nerf qu'ils ont pris, c'est que en fait, il y a eu un up pour les Earthguard. Et en fait, la comparaison, elle va se faire ici. C'est même plus un up. Là. Ils sont partis, c'est un point à l'horizon, le bordel. Ouais, ça, ils ont décollé. Hein. Ils sont déjà en 2020, les mecs. Ouais, bah, on a vu la première photo dans le trou noir, bah voilà, eux, ils sont là-bas, hein, ils sont en train de graviter autour, voilà, eux, ils sont vraiment très très loin. En gros, on va sauter les Zoric Earthguard juste pour vraiment rester en comparaison sur les nains de corps à corps. Puisqu'on va s'attaquer aux Earthguard Berserker, ils valent vraiment cher, hein, puisqu'on est à 120 points les 5 et on monte à 600 points les 30. Mais vous allez voir, en fait, un trou de 600 points sera systématiquement justifié. On l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des lignes, mais ils deviennent lignes à partir du moment où on prend en général un Rune Phaser, qu'il soit monté ou non. Ils vont avoir une braverie de 8, toujours 2 points de vie, une sauvegarde à 5, toujours des haches de jet, mais ça, on s'en fout. On va pouvoir les équiper de 2 manières. Le premier, ça va être un Doloir de Berserker, puisque à 2 pouces, ils vont faire 2 attaques en 3+, reine -1, dégâts 2, ou alors avec des Bardiche Claque-Flamme qui vont faire à 2 pouces 2 attaques en 3+, sans reine, dégâts 1. Par contre, si sur un jet de touche non modifié de 6, on infligera 2 blessures mortelles en plus des dégâts normaux. On va noter qu'ils peuvent avoir un Karl dans l'unité qui aura une attaque de plus. Malheureusement, ils ne peuvent pas avoir de Bignou pour augmenter la valeur de leur charge. Ou heureusement pour l'équilibre global d'AOS. Pour le trou noir. Parce que là, sinon, ça aurait été vraiment trop fort. Et surtout, et en fait, c'est là où, pour le coup, en termes d'équilibrage, on ne comprend pas trop cette unité, le devoir jusqu'à la mort. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette unité. Ajoutez 2 s'il y a un ou plusieurs héros Fire Slayer à 10 pouces ou moins de cette unité. Sur 6, la blessure est annulée. Sous-entendu sur un 4+, quand vous avez un personnage. Donc vous avez une unité qui certes coûte cher, mais qui va quand même avoir 2 points de vie, une sauvegarde à 5. On l'a dit tout à l'heure, on peut très facilement la passer à +2 et une fois par partie la passer à +3. Donc on sera quasi systématiquement, sauf au tour 1, justement sur une 3+. Donc on va être avec des nains qui seront en 3+, 4+, et qui feront 2 attaques en 3+, reine -1, voire reine -2, dégâts 2. Qui tape à 2 pouces, sous-entendu vous pouvez taper avec 2 rangs, parce que la faille serait quand même qui serait sur des 32 mm. Mais là, dans une liste, vous mettez 1200 points, vous avez 60 mecs, vous avez 120 PV en 3+, 4+.
Bah aujourd'hui, au niveau du méta, on voit pas ce qu'il couche en fait. J'ai plus rien à dire, je me casse. Ça Salut. Il est autonome, il a plus besoin de moi. J'ai pris 2 cm. Cette unité est monstrueuse. Monstrueuse. En fait, elle a reçu tous les ups possibles et imaginables. Comme tu as dit, elle est passée de range 1, ce qui était très chiant pour des socs de 32, à range 2. Donc en fait, maintenant, c'est pas déconnant de se dire que les 30 vont taper. Ils ont gagné une attaque. Ils ont gagné un PV. En termes de dégâts, en fait, c'est une vraie Death Star. 600 points en comptant les persos qui vont les synergiser, on arrive à 800 points. Donc c'est vraiment une Death Star. Ça va massacrer toutes les hordes. Elles vont rien leur faire, les hordes. Save à 3, 2 PV, 4+. Même un gros pack de Sister of Slaughter ou de Fury hyper buffé qui vont leur mettre 60 save. Evocator, il rigole. Ouais. Mais 60 dégâts, c'est énorme. Bah, une fois que tu as passé la save à 3, il en reste 20. Tu passes l'invue à 4, il reste 10 dégâts. Tu tues 5 berserkers et les 25 autres, ils satellisent ton unité. Hein. On reste dans le domaine du trou noir. Il y a des vrais choix à faire sur cette unité. On parle pas de l'espace là. Ouais. Il y a des vrais choix à faire en fait sur cette unité au niveau de son équipement. Moi, j'aime beaucoup le doloir. Donc, c'est les 2 attaques en 3+, 3+. Relancer le 3+, pour blesser. Reine-1 qui peut passer Reine-2 avec la bonne rune et dégâts 2. Reine-3 si tu chattes. Reine-3 si tu chattes, t'as raison. Parce qu'en plus, elle est très fiable en fait. J'aime beaucoup cette arme. Par contre, en effectif maximum, quand on commence à avoir des packs de 30, la claque flamme là, qui fait des blessures mortelles sur un 6, on va quand même balancer 60 attaques. Donc, on va faire 10-6, donc on va mettre 20 mortels. Donc plus les dégâts normaux. Donc sur des unités bien armurées comme de l'évocator, du Sekitor, des dryades, etc., on va les faire voler quand même. Donc il y a un vrai choix à faire. Pour moi, à 30, la question se pose et va dépendre de votre adversaire. Si vous savez contre qui vous jouez, bah, en fonction de s'il a des hordes, vous mettrez le doloir. S'il a de l'unité armurée ou de l'élite, vous jouerez de la bardiche. Je vous conseille d'aimanter les têtes des armes pour pouvoir les changer et les mettre sur le bon manche. Si vous partez en tournoi avec, vous ne pouvez pas choisir votre liste, ou que vous ne jouez pas en effectif maximal de 30, en termes de stats purs, le doloir est un peu meilleur. Mais à 30, il y a un vrai choix à faire. Voilà. Mais bah, tu as déjà quasiment tout dit sur cette unité-là. Hein. La figurine, elle est magnifique. La figue est belle. Elle est énorme. Ouais, la figue est très belle. Pour un nain, il est trapu, il est comme on aimerait le voir en fait. Et donc, ça, il a une méga crête armurée avec le casque et tout. Non, elle est... Le seul problème de cette unité, c'est à 33 balles les 5. Ouais, non, ils sont chers. Il y a un peu le côté quand même, on n'avait pas vendu de kit de Berserker. Regardez à quel point il est bon, jouez-en. Parce qu'il a vraiment pris tous les ups qu'il avait besoin de prendre. Tu en as bien parlé en termes de synergie, mais on peut vraiment tout faire. On peut les fiabiliser sur la touche, on peut les fiabiliser sur la save. On peut les faire FEP. On peut les faire FEP, on peut les fiabiliser pour blesser. Enfin, c'est l'unité centrale de l'armée. Alors, tu as 10 200 points pour en jouer 60, ça c'est quand on a fait une liste au petit tournoi. Mais en jouant un paquet de 30, même dans une liste normale où vous voulez garder des amis, au final, ça coûte qu'un tiers du budget. Vous avez une vraie Death Star qui va être l'identité de l'armée. Je pense que l'identité de l'armée, pour moi, maintenant, avant c'était le Vulkit, maintenant c'est ça. Voilà, vous allez jouer une armée de nains d'élite, extrêmement fiable, extrêmement tanky, qui tape très fort. C'est agréable à jouer. En slip. Alors pourtant, save à 2, c'est du bon slip. Il y avait peu d'armées qui avaient cet ADN-là de une énorme Death Star bien synergisée. On avait vu que Korn pouvait commencer à le faire en envoyant un gros pack de Blood Warrior ou des Mighty Skull Crusher. Les Umbet aussi. Et eux peuvent le faire maintenant. Et franchement, je trouve ça pas mal. Ça change en fait vraiment de ce qu'était l'armée avant. Et je pense que tu as raison en disant que c'est pas le Vulkit en lui-même qui a été nerfé. C'est la comparaison avec cette unité-là qui ne tient plus. Quoi. On passe ensuite à la dernière unité. On les avait sautés, mais il n'y en a que 3. Donc ça va être les Auric Earth Guard. Ils sont même tarifs, sous-entendu jouables, de 5 à 30, à 120 points les 5 et à 600 points les 30. On regrettera le fait de ne pas pouvoir les passer en ligne par quels qu'en soient les moyens. Et comme on l'a dit, si on veut un petit peu optimiser, faire des gros packs, et malheureusement, eux ne rentreront pas. Ouais, mais à voir si on peut les jouer en gardien de but ou quoi. Ouais, pourquoi pas. Il y a un bataillon correct qu'on verra tout à l'heure qui permet de les jouer aussi. Bon. Ça va être une unité de tir, ils vont bouger de 4, ils vont avoir 2 PV, une braverie à 7 et une sauvegarde à 5. Ils vont être équipés et des haches de jet qui ont une portée de 8, qui sont sur du 5+, mais surtout de Magma Peak qui, à 18 pouces, vont faire 2 tirs en 4+, 3+, -1 dégâts 1. Du tir en Reine-1 dégâts 1, c'est très correct. Hein. Au niveau de leurs aptitudes, on va avoir Karl qui lui pour le coup aura +1 la caractéristique d'attaque à distance, donc ça c'est vraiment sympa en tout cas d'y avoir pensé. Et ensuite l'aptitude pierre en fusion, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des attaques effectuées avec le profil d'arme à projectile de la magma pierre qui cible des monstres. En outre, si un monstre subit une blessure de cette manière, jetez un dé sur 4+, jusqu'à la fin du prochain tour, le monstre divise sa caractéristique de mouvement par 2 et soustrayez 1 au jet de touche pour ses attaques. Ils font très très mal aux monstres. Hein. Ah, c'est violent quand même. Ouais, c'est violent. Ouais. Le nerf sur le mouvement, dans un jeu de tir,
Ça change tout. Ensuite, leur deuxième aptitude va être protecteur attitré. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à un héros Fire Slayer ami qui n'est pas monté sur un Magmadrot et qui a 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités avec cette aptitude. Sur 4+, la blessure ou blessure mortelle est annulée et cette unité en subit une. C'est pas mal parce qu'ils vont protéger les persos. Eux bénéficient quand même moins de l'intérêt d'avoir 2 PV. Parce qu'au final, c'est une unité de tir, donc on va essayer de ne pas l'exposer, de l'écranter, de la protéger, etc. Donc le fait qu'ils aient 2 PV quelque part, je pense que si on avait le choix, on n'aurait pas payé le coût supplémentaire que ça induit en termes de points pour avoir un PV de plus. Donc ils bénéficient beaucoup moins des buffs que nos amis Berserker qu'on a vu juste avant. Et comme tu disais, c'est pas des lignes. C'est pas une mauvaise unité en soi, mais est-ce qu'on va avoir le budget en termes de points pour la rentrée? J'ai un peu du mal à lui trouver sa place. Après, il protège les persos, c'est pas si mal. Ça reste des nains, donc ils peuvent s'allier avec les autres nains, et notamment ils peuvent s'allier avec les Caradons Overlord. Et quand on voit que cette unité vaut 600 points, et que dans les 400 points d'alliés qu'on peut prendre, on peut prendre 30 Arcano de compagnie avec un Kémiste et tous les Skyhooks qui sont dedans, qui vont faire nettement plus de dégâts en stats, on comprend pas trop en fait. Soit on veut rester vraiment dans le thème pure Fire Slayer, mais si on veut des nains qui gunnent, on va aller chercher. Ça serait logique de voir des Caradons. Hein. Oui, ils y sont allés avec leur petite frégate. Donc voilà, j'ai du mal avec cette unité-là. Donc je pense que dans la V3, le prochain manuel Fire Slayer, les Vulkites seront mauvais, les Berserkers seront mauvais et eux seront des brutes. Comme ça, ils auront vendu leurs 3 kits. Mais pour l'instant, là on est en 2022, on reste dans l'optique du futur. Mais voilà, pour l'instant, ils sont un peu en dessous des 2 autres unités. On a fait le tour de l'ensemble des entrées de ce Battle Tome. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on les a toutes couvertes. On passe maintenant aux sorts persistants, qui ne sont pas des sorts persistants, qui vont être des prières semi-persistantes, puisque à la phase de héros, un prêtre va pouvoir tenter d'en manifester une, et à la fin de l'ensemble des rounds, principalement celui où il a été invoqué, on jettera un dé, sur 1, 2 ou 3, il s'évaporera. À savoir que s'il y a un autre prêtre à 6 pouces ou moins du sort, alors on aura +1. Il aura donc 2 chances sur 3 de rester un round de plus. Ça c'est le garde-fou en fait pour compenser le fait que c'est pas dissipable et c'est pas conjurable. Donc c'est 100% basé sur la chatte. On va commencer par le Zagron Flamsplitter qui lui vaut 60 points. Il va s'invoquer tout comme une prière, sous-entendu on va jeter un dé et sur un 3+, il sera invocable. On regrettera quand même le fait qu'il n'est pas fiabilisable, ou en tout cas on n'a pas de bonus à être à côté du décor qui lui va donner +1 sur les prières. Ça n'est pas une prière. C'est une invocation magmique. Exactement. Le fait est que sur un 3+, alors cette figurine pourra être placée à 6 pouces ou moins du prêtre qui a tenté la prière et on pourra appliquer l'aptitude éruption de magma. Au début de votre phase de tir, s'il y a un prêtre Fire Slayer ami à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous pouvez choisir une unité ennemie à 24 pouces ou moins de cette figurine et jeter 12 dés. Ajoutez 1 s'il y a 12 figurines au plus dans cette unité et ajoutez 2 s'il y a 20 figurines au plus dans cette unité. Pour chaque jet de 6, l'unité ennemie subira une blessure mortelle. C'est vraiment pas mauvais. Alors déjà, le prêtre doit être à 6 pouces, mais de toute manière, comme tu le disais, il va vouloir rester à 6 pouces pour fiabiliser le fait qu'elle va rester sur le champ de bataille. La portée de 24 pouces, c'est vraiment très bonne. Et sur des hordes, ça leur met 6 blessures mortelles en stat. Donc on voit qu'entre le Magmadrot, ce sort-là, ou l'unité qui astropoutre toutes les hordes, c'est vraiment un Battle Tome d'élite qui va faire mal aux hordes. Parce que sur les personnages, ce sort n'est pas très bon. Par contre, sur des unités de hordes, leur mettre 6 blessures mortelles à chaque tour, en tout cas statistiquement pendant 2 à 3 tours, avant qu'elles disparaissent pour 60 points, c'est vraiment pas mauvais. Petite doléance, la figue est pas magnifique, c'est quand même un gros P enflammé. Mais le sort en lui-même est pas mauvais. On passe ensuite à la deuxième prière persistante, ça va être le Runic Firewall, il vaut 40 points. Lui, c'est pareil, il va être lançable sur un 3+ de la part d'un prêtre. S'il réussit, placez cette figurine entièrement à 18 pouces ou moins du prêtre Fire Slayer. Ça va débloquer l'aptitude Feu Runique Rugissante. Une figurine ne peut pas voir une autre figurine si on peut tracer entre le centre du socle et le centre de la cible une ligne de 1 mm. Donc c'est déjà un bloquant, ça c'est très fort. Hein, sachant qu'il faut savoir que la figurine c'est quasiment une prismatique palissade. Enfin d'ailleurs c'est le même socle, hein, donc il est large comme ça. Ouais. Ensuite on va avoir Rune Éveillée. Relancer jet de sauvegarde de 1 pour les attaques ciblant une unité de Fire Slayer qui est entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Et ça c'est très fort, hein, puisqu'on le voit, on peut avoir un -1 pour être touché, on peut déjà avoir plus X en sauvegarde, et là avec un décor on peut relancer les 1. Décor qui en plus prend quand même pas mal de place. Va protéger un flanc par exemple, canaliser un adversaire, l'empêcher de bouger. Avec un décor, vous pouvez fermer la porte.
Il vaut que 40 points, il est vraiment très bien, et il a un petit effet sympa en plus avec les magmadrottes. Immunisé à la chaleur, les magmadrottes peuvent passer par-dessus cette figurine de la même manière qu'une figurine qui peut voler. Bon, ça c'est fluff. Le truc, en fait, c'est de se mettre un petit peu derrière, et résultat, en fait, en gros, votre adversaire va devoir hop, escalader, alors que vous allez passer tout. Ouais, mais c'est surtout marrant, c'est qu'en fait, vous pouvez bloquer les lignes de vue sur votre magmadrotte, qui au moment où on va sortir chargé, bon, c'est plus pour l'effet cinématique de voir le mur de flamme avec le dino qui passe à travers. Mais franchement, la relance des 1, sur une portée qui est correcte, parce que Wily Within 12 de lui, sachant qu'encore une fois il est comme ça, il prend quand même une bonne grosse zone. Et le fait que ça reste un décor qui va bloquer l'adversaire, l'empêcher de jouer un peu au niveau de ses mouvements et tout, pour seulement 40 points, il est pas mauvais celui-là. On passe ensuite au Molter Infernote. C'est l'énorme golem, énorme, il est plus grand qu'un nain. C'est tristesse un peu. Qui coûte quand même 50 points, donc le Molter Infernote. Lui, il est invocable sur du 3+. Si l'invocation est réussie, alors il sera placé entièrement à 12 pouces ou moins du prêtre. On aura l'aptitude de marée brûlante. Quand cette invocation magmique est placée, le joueur qui l'a placée peut immédiatement lui faire un mouvement. En outre, au début de chacune de ses phases de héros ultérieures, le joueur qui a placé cette invocation magmique peut lui faire un mouvement si elle est encore sur le champ de bataille. Lorsque vous déplacez, elle pourra parcourir une distance allant jusqu'à 2d 6 pouces. Ensuite, on va avoir l'aptitude fourneau en éruption. Après que cette figurine s'est déplacée, jetez 12 dés pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins d'elle à la fin de son mouvement. Pour chaque jet de 6, l'unité subira une blessure mortelle. Ensuite, colère brûlante de Vulcatrix, ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Fire Slayer si elles sont entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine. Moi, je suis un peu triste en fait pour celui-là, parce qu'en fait, quand on voit la figurine, qui est énorme, je pense qu'il va balancer des 6 mortels. Qui est très très belle pour le coup. Je m'attendais vraiment au Endless Spell à 100 points, type le Wildfire Taurus des Beast of Chaos. Un truc très fort, mais qui vaut 100 points, c'est un sacrifice de le mettre dans la liste, il se lance sur 4, mais quand il est là, putain, qu'est-ce qu'il est bon quoi. Et en fait, il n'est pas si bon que ça, son mouvement est aléatoire, donc c'est un peu une déception par rapport à la beauté de la figue. En plus, un golem de feu, moi personnellement, il y a 2 choses que j'attends dans les armées nains, c'est des nains sur cavalier ours, type Heroes and Myth of Magic, et un golem de feu. Donc j'ai le golem de feu, et il est pas bon, j'étais tout triste. En petit cœur, j'étais tout triste. Il est pas bon, je suis un peu dur, parce que je suis déçu par rapport à la figue. Il est correct pour son coup en point, et putain, quand on voit la figue, on s'attend à un truc qui va tabasser, quoi. Un soleil violet en fait. Et il est quand même nettement en dessous. 3+, ok, donc tu as quand même une chance sur 3 de l'avoir dans le cul. Et ensuite, à 2d6 pour finir à 3 pouces d'unité. C'est ça qui est chiant, c'est le 2d6 en plus. Il est aléatoire. Et même si tout se passe bien, il n'est pas tant de dégâts que ça. C'est un peu triste. Que cette figurine se soit déplacée. Ça fait qu'en gros, le mec, tu l'invoques, t'es trop loin. Lui, il va se mettre à 3 pouces parce qu'il n'en aura rien à faire. C'est ça. Après, à la fin du round, à tous les coups, il va dépop. S'il reste, en effet, là, il se sera déplacé, donc tu pourras impliquer les BM. Il y a trop de si, en fait. Ah bah ouais. Il y a trop de si. Bah après, il a un gros socle, donc il peut choper plusieurs unités. Mais franchement, la figue est tellement belle que je voulais en voir partout. Je voulais qu'il soit super fort, et il l'est pas. Ouais. Alors que le mur, qui est pas extraordinaire en termes de modélisme ou de peinture, parce que c'est une prismatique palissade rouge, ils se sont pas fait chier, hein, est bon. Et le prout qui balance 6 mortels est bon aussi. Alors que celui-là est magnifique et il est moyen. J'étais un peu triste par rapport à ça. On passe maintenant aux différentes loges. Encore une fois, quand vous prêtez allégeance au Fire Slayer, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, choisir une loge. Vous allez voir que ça a pas mal d'avantages, mais c'est relativement équilibré puisque chacune des loges vous force à prendre le trait de commandement et surtout l'artefact. Et ça fait mal, ça. Tout ce qu'on a dit au début ne fonctionne plus. Les bonus des points de commandement, les bonus sur du 5-6 pour débloquer les runes. Le super artefact de la bannière qui augmente sa portée de 6 pouces. Yes. On commence donc par les Vostarg, qui va avoir l'aptitude élan effrayant. Ajoutez 1 au jet de charge des unités Vostarg de plus à votre phase de mouvement du premier round de bataille. Si vous déclarez qu'une unité court, ne jetez pas de dés. À la place, ajoutez 6 pouces à la caractéristique de mouvement. Les mecs vont quand même bouger de 10 au premier tour, c'est quand même assez fort. Et le bonus global de +1 à la charge est vraiment très très bon. Cette aptitude est très forte. Après, effectivement, comme tu disais, ça nous prive de tout ce qu'on avait envie de prendre. Mais franchement, la course à 6 de toute l'armée au tour 1, ça fait quand même économiser beaucoup de CP. Donc ça rachète les D3 CP que tu aurais pu générer avec l'artefact. Et le +1 à la charge, tu l'as tout le temps. Comme aptitude, c'est quand même vraiment très très bon. Yes. Pour continuer, ça va débloquer aussi une aptitude de commandement Honorons deux entraides. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez un héros Vostarg ami jusqu'à la fin de cette phase. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par ce héros et les unités Vulkin Berserker et Earthquake Berserker entièrement à 12 pouces ou moins de ce héros. Vous ne pouvez pas utiliser cette aptitude plus d'une fois par phase. Bah, ça fait des Berserkers qui touchent à 2+. Hein. Ouais, bon, on va prendre, hein. C'est pas mauvais. Hein. Alors, est-ce qu'on claquera le CP pour ça, sachant qu'on n'en aura pas beaucoup? Peut-être pas.
Mais si on a vraiment besoin de fiabiliser, ou qu'on commence à avoir des -1, parce qu'on a quand même des adversaires qui jouent, hein, ils font autre chose que se faire taper dessus, s'ils commencent à nous mettre des -1 ou des -2, les Berserkers peuvent un peu le sentir au niveau de leur létalité. Donc ça permet de contrebalancer ça. Donc c'est une bonne aptitude de co, sachant que l'aptitude globale était déjà très bonne. Cette loge sonne vraiment correcte. Yes. Ensuite, trait de commandement. Un général Vosgard doit avoir ce trait. Endurance flamboyante. Les unités Vosgard amis entièrement à 12 pouces ou moins de ce général au début de votre phase de mouvement peuvent courir et charger à ce tour. Bah c'est bon, ça reste très bon. En fait, c'est une loge qui contrebalance la plus grosse faiblesse de l'armée, qui est sa mobilité, en permettant à l'armée de bouger de 10 au tour 1. Donc c'est quand même très fort. Et après, une moyenne de 6-7. Et de courir et charger, parce que du coup, ça se combine. C'est-à-dire qu'au tour 1, tu cours à 6 et tu peux charger avec ton +1. Donc franchement, ok, elle nous prive de nos petits joujoux, mais il n'y a rien de vraiment très mauvais là-dedans. Ensuite, l'artefact de pouvoir, le premier héros Vosgard doit recevoir cet artefact, Vos Lame. Au début de la bataille, choisissez une des armes de mêlée du porteur, améliorez de 1 la caractéristique de perforation de cette arme. De plus, si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec cette arme est 6, ajoutez 1 à sa caractéristique de dégâts trivial. Donc il n'y a vraiment rien de très mauvais là-dedans, sauf ça. Mais putain, à côté de ça, dans un jeu qui est un jeu de mouvement, voilà, la course et la charge, la course automatique à 6 et les +1 pour charger, c'est des énormes bonus de mouvement. Donc cette loge est vraiment très très bonne. Sur une liste agressive où encore une fois vous allez jouer 2 smithers, 2 x 30 mecs et que tour 1 vous allez charger à 8 rerolls avec les persos qui vont bien pour pouvoir justement claquer le chamallow au bon moment, ça fait peur. Hein. Ouais, franchement c'est compliqué. En fait, ça pose le vrai problème des Fire Slayer. Mettons qu'ils aient 8 ou 9 pauses. L'adversaire va choisir de commencer ou pas. Et franchement le choix il est compliqué. Parce que soit tu joues d'abord, du coup tu les empêches de se buffer. Mais après, les mecs, ils cavalent, donc ils vont combler la distance entre toi et lui, et ils peuvent enchaîner le double tour. Soit tu te dis, je joue d'abord et j'essaie de les impacter avant qu'ils soient buffés, parce que sinon, avec leur save à 2, je leur ferai rien. Et eux peuvent te mettre en double tour derrière, ou aller te chercher extrêmement loin avec ça. Donc rien que ce choix-là, il est très compliqué. Donc cette loge est vraiment bien. On passe ensuite à la deuxième loge qui va être Grey Fear, qui va débloquer l'aptitude butin de guerre. Vous pouvez choisir 2 héros Grey Fear additionnels dans votre armée pour recevoir des artefacts de pouvoir. Aptitude de commandement, cohésion experte, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat lorsqu'un héros Greyfir ami est choisi pour combattre. Les autres héros Greyfir amis qui ne sont pas montés sur la main droite à 3 pouces ou moins de ce héros peuvent combattre aussitôt après, avant que votre adversaire ait la possibilité de choisir une unité pour combattre. Toute figurine qui fait ainsi ne peut pas combattre à nouveau à cette phase, sauf si une aptitude ou un sort lui permet de le faire, comme le Berserker de tout à l'heure. Encore une fois, c'est un tout petit peu triste que les mains à droite ne soient pas éligibles à ça. Donc c'est pour jouer soit des confréries de Runson qui vont tous partir se battre ensemble pour montrer à leur papa que c'est eux les meilleurs, soit des confréries de Grimwrath Berserker, où on va leur mettre 3 armes magiques, ils vont aller taper comme des sourds, et dès qu'il y en a un qui tapera, les potes taperont aussi. Par rapport à ce qu'on vient de voir juste au-dessus, c'est nettement moins fort, mais ça entraîne une optique, voilà, c'est un style de jeu basé sur des héros, un peu les sagas de ce qu'étaient les nains, des tueurs légendaires qui vont aller chercher ça. Pourquoi pas, quand vous avez accès aux artefacts des royaumes, où il y a de très bonnes armes magiques, il peut être marrant parce que pour le coup, on peut vraiment mettre 3 bonnes armes magiques à nos personnages. Quoi. Après, on va débloquer le trait de commandement qui sera obligatoirement pris vétéran couturier de cicatrice, ajouté à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de ce général tant qu'il y a 5 figurines ennemies à plus à 3 pouces ou moins de lui. C'est pas terrible. Et enfin, l'artefact Home d'Obsidia, ajouté 2 à la caractéristique de blessure du porteur. Bah, c'est vraiment basé sur les héros. Quoi. Il a une attaque en plus, il a 2 PV de plus, il a une bonne arme, ses 2 potes ont une bonne arme. Tu vois, je serais prêt à sacrifier beaucoup, en fait, sous-entendu, à sacrifier toutes les synergies qu'on a vues avec la bannière et ainsi de suite, pour avoir l'advance auto et tout, mais pas pour ça. Non, moi non plus, non. En fun ou en compétitif. Hein. Ouais, en fun, on peut vraiment, je te dis, se faire 3 basses. Dans les royaumes, avec les vraies bonnes armes des royaumes et à petit format, je pense que cette loge peut se sauver. Mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec ça. Quoi. On passe ensuite à la loge Ermdar. Les unités Ermdar entièrement dans le territoire ennemi ou entièrement à 12 pouces ou moins d'un objectif ne font pas de test de déroute. C'est pas mauvais, c'est assez fluff. On a repéré la pépite dure or, on n'en bougera jamais les mecs. Voilà. Donc ça j'aime bien. Ensuite, l'aptitude de commandement briseur de crâne et prêteur de sarment. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de combat. Choisissez une unité amie de Vulkid Berserker ou Earthguard Berserker entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros. L'unité choisie combat au début de la phase avant que tous les joueurs choisissent d'autres unités pour les faire combattre. C'est pas mauvais. Maintenant, je trouve que les Earthguard Berserker ont un tel tanking que t'as pas forcément besoin de les faire taper tout de suite avant qu'ils meurent. Mais en soi, voilà, c'est très correct. Ouais. Ensuite, ça va nous forcer à prendre le trait de général guerrier indompté, soustrait 1 au jet de blessure pour les attaques ciblant ce général et les unités entièrement à 12 pouces ou moins de lui. Bah ça, c'est très fort. Ouais.
Non, ça c'est très bon. Je veux dire, si on veut vraiment aller dans le max du tanking, tu as une unité à la save à 2+, un vu à 4. L'unité adverse à -1 pour la toucher. Tu as -1 pour la toucher. Ils sont à côté de leur petit muret en feu, là. Donc ils relancent les 1 et ils ont -1 pour les blesser aussi. Ils ne mourront jamais. Et il aura aussi l'obligation de prendre l'artefact de pouvoir tueuse de tyran. Le sang de suzerain macule cette puissante arme de piracier incandescent. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées par cette arme qui cible des héros ennemis. De plus, si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec cette arme cible un héros et est 6, elle inflige une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Non. Bon, ça c'est pourri, mais... La bannière est mieux. Hein. Oui, mais globalement, la loge est vraiment pas mauvaise. L'immune braverie, c'est un bon bonus, même si c'est pas indispensable. Mais franchement, le -1, il est pas mauvais. Alors je préfère la Vostarg parce que on a déjà un tanking exceptionnel, donc on n'a pas forcément besoin de le rendre encore plus exceptionnel. Par contre, on a un vrai déficit en mouvement dans l'armée, donc je préfère pouvoir courir charger, courir automatiquement de 6, avoir plus 1 à la charge, etc. Mais en soi, elle n'est pas mauvaise. La seule petite doléance par rapport à cette loge-là, c'est qu'en fait, elle n'apporte pas un nouveau style de jeu. C'est-à-dire que Vostarg ou ça va être les mêmes armées, on va juste faire un choix. Au moins, la 2, elle apportait les héros, et celle-là, elle va apporter les magmadrotes. J'aurais aimé qu'il y ait une loge qui apporte quelque chose sur les tireurs, qui n'était pas dingue dans ce Battle Tome-là, et qui aurait pu apporter quelque chose, comme vraiment les Flesh Eaters, où il y avait une loge par type d'unité. C'est pour ça que celle-là, j'ai un peu du mal avec elle, parce qu'elle synergise même pas les tireurs, mais en soi, elle n'est pas mauvaise. On va tout de suite passer à l'Ofnir, donc comme tu l'as dit, celle qui est destinée aux dinosaures, puisque adorateur de Vulcatrix, chaque magmadroth d'une armée Lofnir, au lieu d'un seul, peut recevoir un trait de magmadroth. De plus, si vous jouez en bataille rangée, vous pouvez inclure un behemoth additionnel dans votre armée, tant que tous les behemoths de votre armée sont des magmadroths. Ils se déplacent en troupeau. Grave. Tu peux en jouer 5, et tu peux leur mettre 5 fois le trait de commandement qui va bien, enfin le trait de monture qui va bien, etc. Donc ils ont vraiment poussé le truc à fond, quoi. Si vous jouerez des magmadroths et vous en jouerez 5, c'est sympa. Ça ne sera pas hyper fort, mais au moins ils ont poussé le truc à fond, c'est assez appréciable. Ensuite, l'aptitude de commandement débloquée va être torrent de magma. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase de tir. Si vous le faites, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins d'un prêtre Lofnir ami. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques de magma pique des unités amies qui ciblent l'unité choisie. Donc ça va toucher que les auriques, c'est eux qui ont les magma pique. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette aptitude dans une loge basée sur le magmadroth, j'en sais rien. Qui permet pas de les faire passer en ligne. Hein, non, mais en soi c'est bon. Voilà, en soi c'est sûr que c'est bon. Mais qu'est-ce que ça fout là? J'aurais préféré l'avoir dans une loge spécialement basée sur les auriques, mais c'est pas mauvais. Ensuite, en trait de commandement, on va avoir charge explosive, ajouter 1 au jet de charge des magmadroths amis à 12 pouces ou moins, c'est général. Encore une fois, ça buffe les 5 magmadroths de l'armée, c'est pas mauvais. Carrément. Et l'artefact de pouvoir, trône de bataille igné, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle au porteur sur 6. Cette blessure est annulée. Ça c'est pas ouf. Voilà. Sachant qu'il y a un artefact qui est très bien, il faudrait essayer de rentrer un bataillon dans cette loge-là pour prendre l'artefact qui buffe les magmadroths, sachant qu'en plus tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise en disant qu'il faudrait prendre ce trait de commandement si on joue cette loge, mais on peut pas parce que la loge impose un trait de commandement. Donc en fait ça synergise même pas si bien que ça, donc tristesse pour nos amis les magmadroths. Mais on pourra en jouer 5 dans une loge avec des tireurs qui tireront mieux mais qu'on jouera pas parce qu'on n'aura pas les points. J'ai un peu du mal avec les loges, sauf la première qui est vraiment très très bien. On a fait le tour sur les loges, est-ce que tu penses que ça va amener de la rejouabilité? Et ben en fait, la première loge, la question ça va être de savoir on la joue ou on la joue pas, parce que même si elle est très bonne, elle va nous priver d'un bon objet magique et d'un bon trait de général, mais elle va pas modifier l'armée. La deuxième loge, elle a un petit effet qui se coule, je joue 3 héros à petit format, ça peut être rigolo. La troisième n'a aucun effet différent par rapport à la première. Et la dernière buff les magmadroths et les tireurs, mais on ne pourra pas jouer les deux en même temps parce qu'on n'aura pas les points. Donc en termes de rejouabilité, petite déception par exemple par rapport aux Flesh Eaters ou aux légions de cornes, les hostes de cornes qui avaient vraiment 4 types d'armées très différents. Les gobelins. Ou les gobelins. Là, je trouve pas ça dingue. C'est plus proche de l'Idounette où c'est des petits bonus mais qui vont pas changer la compo de l'armée, quoi. Je pense qu'on jouera à Vostarg ou pas de loge. Les autres sont plus à réserver pour les parties fun, les parties ATM, on veut jouer 5 magmadroths ou alors on veut jouer des petits persos, etc. La Vostarg me paraît quand même vraiment très forte. Maintenant, il va falloir faire un peu plus de tests pour savoir si on est obligé de l'avoir en auto-include ou si on peut pas faire un truc un peu mieux avec la latitude de choisir notre trait de commandement et nos objets magiques. Je sais pas. À part pour le round 1, auquel cas tu vas pouvoir sanctionner ton adversaire s'il ne l'a pas vu tour 1, franchement, je pense que tu vas plus t'amuser à vraiment aller tricker avec les bons personnages qui te font plaisir. Ouais, après, il n'y a pas que ça, il y a quand même le plus 1 en charge que tu as tout le temps, qui se cumule avec le Recruit Phaser à pied, dont l'aptitude de co est aussi de donner plus 1, donc tu montes quand même à plus 2. Ouais. Donc plus 2, quand tu fais, tu es à 9, donc tu es à 7, donc tu passes à une charge à 7 relançable, ce qui est quand même très fiable. Donc tu peux envoyer tes 30 berserkers direct dans la tête du mec en face. Avec les Vulkites. Ah là, à 6 avec les Vulkites, donc ça c'est aussi la petite utilité des Vulkites.
Heureusement que les berserkers n'ont pas de tutut, hein, parce que sinon ça aurait vraiment été n'importe quoi. Ils peuvent pas, ils sont avec leur demain. Oui, c'est ça. Bref, on sait où ils auraient pu se la mettre. Et voilà, c'est ça, je pensais tout à fait à ça. Et tu peux garder aussi le bonus course et charge que tu peux avoir tout le temps. Donc même après la faible, si l'adversaire s'enfuit ou que tu l'as dératisé, c'est imprévisible. Course et charge, tu claques le chamallow, tu passes à 6, et là tu l'exploses à 10 pas, il l'a pas vu venir. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas qu'autour. Hein, quoi. Ouais. Donc ok, tu perds le très bon artefact de la bannière qui te fait le 18, qui est vraiment hyper fort. Et ça, c'est vraiment chiant. Et ben pourquoi pas essayer de rentrer un bataillon pour essayer de rentrer cet artefact en plus dans ce cas-là, plutôt que de se priver de la loge qui est vraiment très bien. Passons donc tout de suite au bataillon. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon puisqu'ils sont au nombre de 3. On va parler d'abord de Seigneur de la Loge qui lui vaut 140 points. Il t'oblige à avoir un Runephaser, ce qui est bien, un Runemaster qui est moins bien, un Battlesmith qui est très bon et une unité de Hearthguard Berserker qui est excellente. Si une unité de Hearthguard Berserker de ce bataillon est entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros du même bataillon au début de la phase de combat, après que l'unité a combattu pour la première fois à cette phase, quand ce sera votre tour de choisir une unité pour le faire combattre plus tard, elle pourra de nouveau combattre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bataillon. Déjà, il vaut 140 points, mais il oblige à prendre le Master qui vaut 120 points. Ouais, donc en fait, il y a 260 points de taxe, ce qui est cher. Alors ok, ça va donner un deuxième artefact, ce qui est très très bien, parce que ce sera la bannière, que vous mettrez sur le Battlesmith de ce bataillon-là, donc il est fourni avec son propre objet magique, c'est bien, et le CP, vous serez content de le prendre. Ça va bien diminuer les pauses, donc c'est bien aussi. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas overkill? Dans le sens où l'unité de Berserker, elle est déjà tellement balèze, est-ce qu'elle a besoin de s'activer 2 fois? Peut-être contre d'autres Death Star en face. Si le méta évolue vers le retour des Death Star qui vont s'affronter, on sera peut-être content de taper 2 fois, parce que tu ne cleans pas non plus, par exemple, un pack de Mighty Skull Crusher avec une seule activation des Berserkers. Donc il en faudra peut-être 2. Pourquoi pas? Il faut que le héros soit à côté, mais de toute manière, il y aura tous les héros à côté pour qu'ils gardent leur 1 vœu à 4, parce qu'un vœu à 6, il tank quand même vachement moins bien. Il est cher, mais il est vraiment pas mauvais. Je ne l'ai pas encore testé, celui-là. Je pense qu'il faudra qu'on l'essaye une fois. Maintenant, en fait, c'est soit on va jouer 2 unités de 30, soit on va jouer une unité de 30 dans ce bataillon-là. Je pense que pour la flexibilité tactique, c'est mieux d'avoir 2 unités de 30 qu'une seule qui va s'activer 2 fois. Maintenant, c'est vrai que ça donne un Arthos en plus. Je pense que ça va nécessiter pas mal de tests. Ouais, carrément. On enchaîne ensuite avec Parent Guerrier, qui lui vaut aussi 140 points, donc il est très cher. Il nous permet d'avoir un Auric Runson, donc on l'a vu, hein, c'est pas le meilleur, même s'il y a des choses à faire. Et 3 unités de Vulkit Berserker, ça va donc nous débloquer l'ensemble de lignes dépendamment de son optique, et de débloquer l'aptitude aussi parenté de Fou Furier. Vous pouvez utiliser l'aptitude Fou Berserk pour une unité de Vulkit Berserker de ce bataillon 2 fois pendant le tour, si elle est entièrement à 12 pouces ou moins de l'Auric Runson. Pour rappel, c'est l'aptitude qui nous permet, quand on meurt, de pouvoir taper quand même. C'est la Warrior King Band. Donc avant, c'était une très bonne formation qui générait plein de problèmes de règles affreux, mais qui en gros faisait que les haches de pierre acier tiraient à 16, faisaient plus de dégâts, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était un très bon truc de tir. Maintenant, c'est juste un moyen de poser tes 3 lignes en une seule pose, avec en plus, comme tu disais, un personnage qui n'est pas extraordinaire, pour un coup assez prohibitif. Il n'est pas fou celui-là. On va passer à la dernière, à savoir Frère de Forge. C'est le bataillon qui va te permettre de jouer peut-être un petit peu de tir, puisque dedans tu vas avoir un Runesmiter et 3 unités d'Auric Earthguard. Donc déjà ça va chiffrer quand même pas mal. Ça fait mal. Ouais. Au début de la phase de héros ennemi, vous pouvez choisir une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités d'Auric Earthguard de ce bataillon. Si vous le faites, ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Sous-entendu, ils passeront de 5 à 4. Ah mais il vaut 160 points. Tu as 3 unités à effectif minimum qui valent 120 points chacune, et tu as le très bon perso qui en vaut 120 aussi. En fait, le truc vaut à peu près 600 points, et tu rajoutes plus 1 en save, à une unité, sachant que le mec avec sa bannière, quand on vaut 140, il rajoute à 12 ou à 18 plus 1 save à tout le monde. Il sauve même pas le Recurse Guard en fait. Il aurait 3 unités de Recurse Guard qui, quand la première a tiré, elle donne des bonus aux autres ou des choses comme ça. Ou pourquoi pas. Mais là, vraiment, tu sens que le Recurse Guard, ils ont dit cette édition, non. Parce que c'est le même kit que les autres, donc en fait... C'est ça, ils le gardent pour la prochaine. Donc au final, il y a vraiment la première, les Lords of the Lodge, qui avant était le bataillon complètement craqué, où on pouvait reprendre l'init sur un 2+, ou alors on avait plus 3 sur un jet initiative. Donc là, il est rentré dans le rang, c'est juste notre Death Star qui tape 2 fois. Bon, il reste très bien. Et les deux autres sont un petit peu décevants. C'est triste quand on a que 3 bataillons dans un Battle Tome, qu'il n'y en ait qu'un qui soit sauvable et que les 2 autres ne soient pas terribles. Plus sérieusement, je pense que malheureusement, à 1000 points ou à 2000 points, on n'a pas 140 points à mettre dans un bataillon. Bah, quand tu vois que l'unité que tu as vraiment envie de jouer à effectif maximum, elle vaut 600 points, et que mine de rien, il faut 2-3 persos pour commencer à bien la synergiser, qui valent tous 140 points,
on arrive vite sur une Death Star à 1000 points. Et après, il faut quand même tenir la table, il faut avoir des unités pour prendre les obs, il faut avoir des lignes, il faut avoir des cordons, il faut avoir tout ça. Les Vulkits valent quand même cher, hein, 160 points. En prendre que 2 x 10, ça nous laisse quand même assez à poil, on a que 60 figues. Je ne te parle même pas du fait qu'on prenne 2 unités de 30 berserkers, où là on est déjà direct à 1200 points. Est-ce qu'on va réussir à rentrer le bataillon? Le premier, peut-être, honnêtement, il vaut le coup d'essayer de le tester. Les 2 autres, pour moi, un peu moins. Même beaucoup moins pour le troisième. Donc petite déception au niveau des bataillons quand même. On a donc fait le tour de ce Battletome Review sur les Fire Slayers. Comme on l'a vu, c'est une armée qui peut être très 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 forte. Ouais. Maintenant, malheureusement, il ne va pas y avoir 50 façons de la jouer non plus. Tout comme il n'y a pas 50 figurines différentes dans l'armée. Hein. Donc, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est une armée qui va avoir un charisme de ouf parce que ça reste des nains et que l'Heroic Fantasy, ça fait plaisir. En termes de peinture, on va pouvoir vraiment se faire kiffer parce qu'il y a de la chair, il y a quand même de l'armure, il y a des flammes, il y a vraiment pas mal de choses. Toi, au niveau du méta, est-ce que tu penses que ça va bouleverser les choses? Quand on a vu déjà l'arrivée des Skaven qui ramenaient le tir, là, le fait est d'en plus de ça, de casser un petit peu les armées de Horde ou en tout cas faire exploser la facilité de jouer 120 fois la même figurine en face, qu'est-ce que ça va apporter? Moi, je pense qu'effectivement, ça va être un tueur de Horde. Parce que les Berserk, les packs de 30 Fury ou les packs de 30 Reaper, ils peuvent s'en prendre 4 de suite, ils vont tous les éclater et ils ne vont pas subir tant de dégâts en retour. Donc franchement, à ce niveau-là, je pense que c'est bien. Après, est-ce que l'armée sera suffisamment jouée pour impacter réellement le méta? Parce que le fait qu'elle existe, si personne ne la joue, ça va pas beaucoup changer le méta. Très cher en euros, hein. C'est une des armées les plus chères. Ça coûte très cher en euros. Tu es à 600 € l'armée. Hein. Les Fire Slayers étaient très forts à une époque, mais vraiment très très forts, c'était la meilleure armée du jeu. Il fallait jouer 90 ou 120 Vulkits, c'était pas un style de jeu très intéressant ou très réfléchi, mais c'était quand même très fort. Et il y avait au final peu de gens qui la jouaient. Bon, c'est quand même l'armée qui a gagné l'ESC l'année dernière, donc c'était vraiment une des meilleures armées du jeu. C'était Sarantai qui l'a joué. Aujourd'hui, je pense qu'elle va revenir dans un style assez différent. Exit les Vulkits et welcome les Earthguard. Et effectivement, elle peut faire changer le méta par sa présence. En fait, elle va casser les hordes. Donc ça commence à faire beaucoup de Battletome qui cassent les hordes. Et ça, c'est bien. Parce que le méta horde, c'était pas le plus intéressant possible à OS. Je pense que c'est la maturité de cette V2 en fait, qui fait que là, Game Workshop a envie de casser justement le fait qu'il n'y ait plus du tout eu de tir après bientôt un an de recul. En fait. C'est bien, parce que le tir va ramener des choses. Du coup, par exemple, les Caradrons qui vont bouffer les Skaven, s'il y a beaucoup de Skaven, les Caradrons vont revenir. Les Caradrons peuvent s'allier avec eux. Et je pense que ça peut faire une armée qui n'est pas mauvaise aussi. Parce qu'au final, on parlait du bataillon des Seigneurs de la Loge où tu avais juste un seul pack de Berserker. Mais accompagné d'Arcano de compagnie, ça peut faire une vraie Death Star de camp à camp et du tir derrière. Donc ça peut être aussi un concept intéressant à creuser. Je pense qu'il va amener effectivement un changement du méta. Après, intrinsèquement, en lui-même, comme tu disais, il n'y a pas 50 manières de jouer. Ça, c'est la petite doléance quand même. On aurait aimé par exemple avoir le kit du Magmadrot sans la possibilité de mettre un perso dessus pour juste jouer un petit monstre pas très cher, avoir une vraie loge qui les rend bons, etc. Pouvoir jouer les tireurs, il y a quand même que 3 unités dans l'armée, il y en a une qui est bien et les deux qui sont... Une qui est moyenne et une qui est vraiment pas terrible pour l'instant. Pour moi, en opti, il n'y a quand même qu'une manière de jouer et même en pas opti, en fun, il n'y en a pas non plus 50. C'est la petite doléance et c'est pour ça qu'on est triste de ne pas voir les autres Duardin à côté parce que ça aurait vraiment pu faire des trucs sympas. Maintenant, l'armée n'est pas mauvaise en soi, et effectivement, si on aime ce style de nain, berserker, etc., qui traverse le champ de bataille pour mettre des baffes, elle est bien, et elle est suffisamment différente de ce qu'elle était avant, pour que les gens qui ont déjà une collection, ça leur apporte de la rejouabilité. Le Vulkit n'est pas très différent du Auric Berserker. Hein. Vous lui enlevez une hache, et puis vous faites en sorte qu'il tienne sa hache à deux mains, et ça peut vous faire des berserkers, ça va être obligé de tout racheter. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur ce qu'était l'armée avant, mais il n'y a pas assez pour moi de rejouabilité. J'ai peur que l'armée crée de la frustration à ce niveau-là, parce qu'une fois que tu l'auras joué 10, 15, 20 fois, tu as du mal à trouver des nouvelles listes qui te réinsufflent une envie de jouer pour l'instant. Voilà, donc mi-figue, mi-raisin un peu sur ce bataillon-là, il y a des bonnes surprises. Les invocations magmiques et les prières et le décor, ça apporte un peu de fraîcheur, mais c'est beaucoup de buff en fait. Ça ne va pas t'apporter une nouvelle manière de jouer. Pour les joueurs de tournoi ou même les joueurs en club, etc., c'est bien, ça va apporter un vent de fraîcheur et ça va casser les hordes. Et je me répète, mais on commençait tous un peu à en avoir jusque-là des hordes, donc ça c'est plutôt bien pour ça. Après, en soi, voilà, au bout d'un moment, j'ai peur qu'on tourne un peu en rond. Est-ce que quand tu vois une liste type 2x30 Berserk, quand tu fais les stats, il n'y a quasiment rien qui les couche et eux vont quasiment tout coucher, est-ce que c'est une armée top méta ou est-ce que justement ils vont pouvoir se faire avoir par une armée très mobile ou à force de projection? Effectivement, c'est très fort. Ils vont avoir un vrai problème de mouvement. Alors la loge Vostar contre un peu ce problème-là. Mais je pense que c'est une armée qui peut se faire avoir par des armées qui sont très mobiles, des armées qui faibles, des armées qui TP, des armées qui peuvent prendre la table et essayer de les bloquer. Parce que l'unité de Berserker a beau être extrêmement fort, elle peut quand même se loquer au corps à corps, on peut aller lui faire des cordons, des charges en coin, etc. Est-ce que les 60-70 figurines que tu vas réussir à aligner
vont suffire à tenir la table et à prendre les objets, pas sûr. Par contre, en puissance brute et en tankiness, les stats sont là, quoi. Ça fait très mal et ça tank très bien. Il va falloir trouver l'équilibre dans la liste pour avoir suffisamment de figurines pour tenir la table. Et encore une fois, c'est peut-être du côté des alliés qu'on va aller les chercher. Ils peuvent s'allier qu'avec les nains et avec les Stormcast, comme tout le monde. Donc les Stormcast ne vous apporteront pas le nombre. Mais les Caradrons, pourquoi pas? Parce que mine de rien, c'est des socks de 25, on peut jouer des gros packs, etc. Ou même les autres du Hardin classique, je pense qu'on ira peut-être chercher de ce côté-là. Donc c'est une armée qui vaut cher en points. On ne va pas mettre 200 figues. Voilà, mais c'est un nouveau style de jeu, c'est le retour des armées Deathstar et c'est assez appréciable. En tout cas, merci infiniment Pride de m'avoir aidé justement à l'analyse et la lecture de ce Battle Tome et l'épilation de Fire Slayer. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de nain sur cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille photo et live peinture. Ça danse comme ça, non? Non, ça danse comme ça. Je fais mieux d'une fois. Pas assez de dire. Ouais, je suis prêt. Salut les Wargamers. Non, j'étais pas prêt, je faisais de la merde, j'étais comme ça. À 3 pouces, c'est vrai que tu peux rendre une unité vraiment tanky, encore en plus tanky. À voir, quoi. Tu sais que tu commences à dire des trucs intelligents, hein, mine de rien. Il progresse, hein. Il progresse. Oh, il a gagné une gabache. Bah oui, voilà. Tu mettras pas ça dans le bêtisier, mon Thierry. Tu me fais pas de la merde, mon Thierry. On est sur le même bateau, mon gars. Colonne qui suit, elle suit. Elle suit, une colonne qui suit. Parce qu'il les renvoie d'où elles viennent. C'est un vrai bon personnage. Mais elles viennent d'où? Si vous obtenez au moins un 6... Ah, il y a une erreur dans le Battle Tome. Enfin, là, je viens de la corriger. Oui. Carnet des rancunes, moi aussi. Oui, mais je précise. Non, arrête. Je précise parce que des fois, tu butes sur les mots. Donc après, les gens, ils vont se dire, il a buté sur le mot. Non. Page 1. D'accord, vas-y, mets-moi ta rancune. On lavera ça sur la table, t'inquiète. Comme ça, t'en auras une deuxième. À la fin du round de bataille, on jettera un dé et sur 1, 2 ou 3, la prière s'évaporera. C'est ça. Comme un paix. Il l'avait bien fait et il a tout gâché à la fin. Voilà, je boude. Non, on avait presque fait la review sans que tu te tapes un fou rire pour rien. On craque sur le Zargron Flame Splitter, qui effectivement ressemble à un gros P foireux.